parler comme ça. Est-ce que tu vas laisser ce petit bambou de parler comme ça? C'est pas vrai, je rêve. On se demande où elle mange. Petit, tu es doué, très doué. Mais tant que je serai dans le métier, tu ne seras jamais que le second. Oui. Enfin, évidemment, c'est une métaphore, un symbole. On est venu, on l'a vu, il a eu dans le cul. Qu'est-ce que c'est? Nous l'avons. Qu'est-ce que c'est? Ne va-t-il pas faire des trucs? Mon père, attendez. Vous aimez le cinéma? Beaucoup. J'ai des sections pour les meilleurs films qu'on passe en ville. Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast 3 films sinon rien spécial Saint-Valentin, avec moi pour m'accompagner Mus. Bonjour tout le monde. Et Gino. Salut à tous Le et à tous. Et à toutes, ouais. C'est Toujours un point. l'inclusivité. Oui, c'est ça. Marlène Schiappa serait fière de moi. Ouais, bravo. Le principe de l'émission est simple. Nous donnerons tout simplement nos 3 meilleurs films romantiques ou d'amour, un top si vous préférez, qui ont secoué le monde du cinéma. On en débat ensemble dans les cases commentaires afin que vous puissiez vous exprimer également et nous donner aussi vos tops des films d'amour. Nous y répondrons avec plaisir. Et ça commence maintenant. Vous êtes prêts à conduire ces hommes? Prêts à devenir membre de la Ligue des Ombres? En plus, c'est pas un sac à main, ça s'appelle une sacoche. Indiana Jones en a une. Alors, on commence avec votre 3e film de votre podium, et bien évidemment, nous souhaitons en savoir plus sur l'histoire au cas où nos auditeurs ne la connaîtraient pas. En tout cas, et pourquoi ce film fait partie de votre liste. On commence avec toi, Mus. Alors, pour mon top 3, là, moi, du coup, j'ai envie de dire, j'ai pas pris des grands classiques, hein. Enfin, encore que, ça dépend de quel point de vue on se place. Parce que tout simplement, c'est que c'est pas mon domaine de prédilection, je dirais, les romances. Donc il y a plein de films qu'on pourrait juger cultes, que je n'ai pas vu, je pense, pêle-mêle, il sera peut-être dans votre top d'ailleurs, un truc comme ça, je pense à Love Actually, typiquement, qu'il faut que je vois, tu vois, où il y a, comment, Love et autres drogues, enfin, des petites choses comme ça, que toi, Gauthier, dont tu m'as parlé. Voilà, c'est vrai que c'est des films qui me restent à voir, donc bah, après, c'est bien, hein. Faut toujours en avoir sous le coude. Donc j'ai pris parmi ceux que j'avais déjà vus, forcément, hein, c'est mieux comme ça. Et j'ai essayé de faire des films surtout qui m'ont marqué dans le fond, c'est-à-dire que pas juste une vulgaire romance avec tous les clichés, même s'il y a toujours des clichés dans ce genre de film, la plupart du temps, mais surtout ouais, ceux qui racontaient vraiment quelque chose, un message, je veux dire, derrière, c'est comment dire, des événements de la vie, on pourrait éventuellement tous être menés à vivre soi-même, quoi. C'est vraiment ça que j'ai voulu un peu garder. Enfin, sauf pour un, parce que bon, vous allez voir, il y en a un dans le top 3 quand même, bon, j'ai pas vraiment envie de le vivre en tant que tel, mais voilà. Nous avons hâte de découvrir. Ouais, bref, trêve de blabla, du coup, donc mon sur la 3e marche de mon podium, j'ai mis The Last Kiss avec Zach Braff et Tom Wilkinson notamment, qui me vient en tête, oui. Que j'avais vu donc il y a de nombreuses années de ça, sous les conseils de Mister Gauthier, hein, donc pour rendre à César ce qu'il n'y a pas ça, c'est ça. Donc c'est un film, ouais, effectivement, c'est un peu qui raconte grosso modo une crise de la trentaine quelque part, c'est-à-dire qu'on a l'acteur donc Zach Braff, l'acteur principal de Scrubs, hein, pour ceux qui connaissent, qui donc est dans la trentaine et puis il a tout pour être heureux, c'est-à-dire il a son boulot, il a sa femme avec qui il attend un enfant. Enfin, ça se passe bien, tout se passe bien dans le meilleur des mondes, il a tout pour être heureux, franchement, voilà. Sauf que justement, il a un peu le sentiment que toute sa vie est déjà tracée, qu'il n'y a plus de surprise qui va s'offrir à lui jusqu'à la fin de ses jours, et voilà, il panique un peu, il a un peu peur de l'avenir, là, alors qu'il a tout pour être bien, et à un mariage, il y a une petite minette qui lui fait du rentre-dedans, et qui commence à lui semer la graine du doute dans sa tête, et puis malheureusement, il va déconner un peu, hein, comme on dit, et puis derrière, voilà, s'ensuit toute une suite de conséquences, forcément. Donc il y a ça c'est le héros principal de l'histoire, et puis à côté de ça, en parallèle, on a aussi d'autres personnages, des amis du protagoniste principal, du coup, qui ont aussi des histoires de cœur, mais différentes, en fait, on traite différentes thématiques sentimentales, selon les âges, etc. Enfin, et du coup, on voit plein d'histoires qui se croisent et qui ont leurs problématiques propres, mais du coup, c'est super intéressant, moi j'ai beaucoup aimé, et parce que, encore une fois, ils traitent des problèmes que, potentiellement, on pourrait tous vivre. Donc c'est en ça que j'ai beaucoup aimé, c'est pas juste une comédie où à la fin tout est beau, tout est rose, quoi. Ça va au-delà de ça, et c'est pour ça que j'ai bien aimé. Voilà. Notamment Casey Affleck, hein, qui a son premier enfant dedans, où justement le couple n'arrive plus du tout à communiquer, entre autres. Voilà. Non, c'est vrai que. Alors, le réalisateur, c'est le méchant de Ghost. Ah oui. Le méchant de Ghost a réalisé un film, et c'était The Last Kiss, notamment. Donc voilà, si jamais. Je me rappelle plus de son nom, pardon, j'ai oublié. Mais oui, c'était un. Enfin, moi, pour ma part, effectivement, je te l'avais fait découvrir. C'était la période où j'étais très scrub avec Zach Braff, Garden State. Et là, c'était son deuxième film important en tant que personnage principal, et c'est vrai qu'il était vachement
bien. Est-ce que tu l'as vu, toi, Gino? Non, je n'ai pas vu ce film. Malheureusement, je n'ai pas pris connaissance de celui-ci. Je m'en excuse auprès de ça. Et donc, c'est Tony Goldwyn, je pense que tu cherchais le nom du réalisateur. Merci, Gino. Toujours là pour les... Beau. Merci. Exactement. Exactement. Si je peux être la caution... la caution historique, intellectuelle de ce podcast, je ne m'en lasserai pas. Il y a Lego, il y a Gino, voilà, c'est au-dessus, quoi. Exactement, tout à fait. Non, mais c'est vrai que... non, mais en tout cas, ouais, si t'as envie de le voir, un de ces quatre, c'est le genre de film que tu te poses un dimanche comme ça, tu vas trop regarder, c'est avoir au moins une fois, je dirais, tu vois, pour faire son avis, tout simplement. On avait pas déprimé en le regardant, mine de rien. Ouais. Je me souviens. Non, mais typiquement, il y a plein d'histoires où moi, tu sais, je me dis, on pourrait être vraiment amené à traverser ce que les mecs traversent, quoi, tu sais, parce que c'est vraiment des trucs tout à fait crédibles, quoi, et pas des fois, tu sais, genre la grande star et l'autre, elle est femme de ménage, et puis ils se croisent, ils tombent amoureux, tu sais, comme dans plein de films, tu vois, des trucs improbables. Là, non, c'est des choses qui sont beaucoup plus réalistes, disons, et ouais, franchement, j'aime beaucoup. Et c'est pas tout beau, tout rose, ça fait aussi, ça montre aussi les doutes, les difficultés qu'on peut avoir dans certaines histoires, et je trouve ça bien. Pour le coup. Il est très orienté masculin, pour le coup. C'est... Oui, d'accord. Donc c'est plus. C'est pas un prisme habituel. D'accord. Non. C'est 4 amis où tu suis vraiment 4 amis masculins. Et le beau-père. Oui, bien sûr. J'avais oublié Tom Wilkinson, parce que Tom Wilkinson aussi donc traverse aussi une crise aussi de son côté, mais différente, bien sûr, des autres. Donc voilà, en tout cas, en ce qui me concerne pour cette troisième marche du podium. Et toi, Gino? Eh bien, écoute, moi, pour ce top, donc je vais faire un petit préambule comme a pu le faire notre ami Mus par hasard, mais ce sera beaucoup plus court, il n'y a pas de... Enfin bon, si je peux inspirer des gens, bon, ça me va. Oui, voilà, bien évidemment. Tu es une source d'inspiration. Et déjà, tu complètes, et donc là, ça va engendrer du temps, donc c'est pas terrible, c'est pas très bien. Donc, ce top, en fait, voilà, moi, c'est des films qui vont m'inspirer la Saint-Valentin, ce genre de choses, ce genre de films que tu pourrais regarder pour ce genre d'occasion, ou voilà, dans des moments tendres, ce genre de choses. Il n'y a pas de... Je traduis, gnangnan. Gnangnan, voilà, exactement. Qui peuvent sembler gnangnan, mais des films qui sont, voilà, qui me font penser, on va dire, à cette période. Donc, voilà. Donc là, un film très typique de ce genre de période que, notamment, les demoiselles aiment beaucoup, c'est Dirty Dancing. Ah, oui. Dirty Dancing, un film de 87, si je dis pas de bêtises. Donc réalisé par Émile Ardolino, un illustre inconnu désormais, et avec les rôles principaux interprétés bien sûr par Patrick Swayze et Jennifer Grey. Donc voilà, est-ce que c'est nécessaire de refaire l'histoire ou alors juste rapidement? Voilà, une famille, on va dire bourgeoise américaine va passer ses vacances dans une pension de famille dans l'État de New York. Et donc Frédéric Haussmann, dite bébé, est un peu, on va dire, la fille un peu coincée, voilà, qui ses vacances, bon, c'est pas non plus les vacances de folie. Bon, il n'y a rien qu'à voir le directeur du centre, c'est un espèce d'ersatz de Jean-Marie Le Pen, si tu veux savoir, c'est à peu près. J'avais fait le rapprochement. C'est un peu Jean-Marie, quoi, le directeur du centre. Oui, n'est-ce pas? Et donc, bon, c'est pas non plus le Rassemblement Bleu Marine, quand même, on est bien d'accord, c'est pas du tout ça. Ils sont tous blonds aux yeux bleus, quoi. Oui, voilà, sauf le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, qui d'ailleurs est plutôt très bon, malgré qu'il n'ait pas beaucoup de texte ou quoi que ce soit, je trouve qu'il inspire quelque chose, il donne un peu le smile, ce bec, tout ça, je trouve ça assez bien foutu. Et donc forcément, bébé va se retrouver, on est un peu dans le cliché où elle va tomber, elle va s'énamorer du personnage joué par Patrick Swayze qui répond au nom de Johnny Castle. Donc déjà, on a fait, voilà, on a fait vraiment dans la subtilité. Dans la subtilité. Donc le professeur de danse star, on va dire, du club, et qui est lui un peu entre guillemets bad boy, qui a l'apparence d'un mauvais garçon, voilà, les pantalons en cuir, le perfecto, le mec qui danse avec les plus grosses bombes de la, voilà, c'est non, ça c'est Kevin qui danse avec les loups. Ah oui, merde. Et on le rappelle, donc, la majorité sexuelle quand même, parce qu'on a un des doutes. Oui, elle a 17 ans au scénario dans ce film. Et puis il y a un autre acteur aussi dans ce film. Comment il s'appelle cet acteur qui joue dans la série New York Unité Spéciale ou
ou je sais plus là, Jerry Orbach qui est très bon, et d'ailleurs qui est doublé par Dr Emmett Brown en version française. Donc voilà, c'est piraté. Voilà, piraté. Tout à fait. Donc voilà, c'est un film très très basique, on va dire, dans la construction du scénario, où comment dire, bébé va s'émanciper au fur et à mesure du film, et qui va contrebalancer avec Johnny, donc Patrick Swayze, qui va s'attendrir au fur et à mesure, et qui va un peu difficilement, certes, dans le scénario, mais qui va finalement convaincre que c'est une personne de bien. Donc il y a une intrigue où un mec un peu scrupuleux sur le centre de vacances mis une femme enceinte et qui a abandonné la fille, donc il y a des soins à faire et bébé se retrouve entremêlé là-dedans, enfin, et doit remplacer du coup la personne à un spectacle de danse. Donc c'est là l'occasion de se rapprocher. Voilà, donc un film connu de tous, qui doit d'ailleurs être super bien porté par qui est porté par une superbe musique, une superbe bande son. Moi, à titre personnel, je trouve que la bande son de ce film, on va pas parler de création originale de musique ou quoi que ce soit, mais dans les musiques qui sont utilisées dans un film, je trouve que c'est l'une des meilleures bandes son que j'ai vues, avec Kill Bill premier volume. Je trouve que c'est et les tuches, bien sûr. Mais je trouve que justement c'est ce genre de films qui sont portés par une bande son. Je pense que sans cette bande son, le film tombe ce film tomberait complètement dans l'oubli sans cette musique, et cette chorégraphie qui est reconnue par tous, à la fin du film. Voilà, il y a plusieurs titres très connus, même que Patrick Swayze interprète également une de ses chansons aussi, She's Like the Wind. Il y a plusieurs titres qui sont très bien connus. Le film a fait un succès, on va dire, commercial important, pas au niveau critique, je crois, de mémoire. Mais voilà, c'est un film qui me fait penser à la Saint-Valentin, et puis il faut reconnaître que c'est un film qui traverse les âges, et je crois que l'année dernière, il est passé sur TF1 pendant le confinement, et je crois que ça a été une des très bonnes audiences de TF1 l'année dernière pendant le confinement. Donc, c'est un film qui marque les époques. Complètement, il a plus de 30 ans, tout le monde s'en souvient encore. Exactement. Encore aujourd'hui, tu le regardes, tu fais, c'est quand même plutôt bien foutu, quoi. Même dans le film est très bien foutu, comme tu dis. Je trouve que c'est très bien réalisé. Patrick Swayze est un acteur qui est très très bon, crédible. Ça fait partie un de ces formidables acteurs des années 80, début des années 90, qui malheureusement nous a quittés un peu trop tôt. Mais je trouve que cet acteur-là a quelque chose quand même. Sauf erreur de ma part d'ailleurs. Justement, sauf erreur de ma part, lui c'était déjà un danseur confirmé. Oui, c'était un danseur de base. D'ailleurs, je crois qu'il pétait un petit peu un câble, parce que en même temps, sa partenaire à l'écran, Jennifer Grey, du coup, n'était pas tout à fait au niveau. En même temps, voilà, mais lui apparemment perdait vraiment patience. Bonhomme. C'est clair que si jamais nos auditeurs ou auditrices ne l'ignoraient, il s'avère qu'en effet, les deux personnes se détestaient. Brutal sur le tournage, apparemment. Ils se supportaient pas des masses. Si vous vous souvenez de la scène où le porter dans l'eau, si, quand même. De quoi? Ils se supportaient pas. Oui, justement. Non, mais c'est vrai qu'il y a une scène où il y a un moment où ils font la danse, tout simplement. Ils s'entraînent. Et à un moment, elle fait que de se marrer, juste quand il descend la main sur le bras. Ouais, c'est ça. Et tu vois vraiment Patrick Swayze s'énerver. C'est vraiment lui qui s'énerve, parce qu'elle fait n'importe quoi. Mais oui, mais il me semble avoir vu ça. Je crois qu'une fois ça devait être sur C8, ils avaient passé un reportage sur Patrick Swayze. J'avais regardé ça, et c'était des bruits qui circulaient et qui ont été narrés par son ex-femme, justement, par sa veuve, à Patrick Swayze, qui disait qu'apparemment leur entente était vraiment exécrable sur le tournage, quoi. D'ailleurs, et je pense que c'est un film qui lui a relancé, entre guillemets, un peu sa carrière à Patrick Swayze, si je dis pas de bêtises. C'est là que ça a commencé. Parce que Point Break, c'est après, mémoire. Oui. Ouais, donc c'est Ghost, Ghost aussi. Ouais, il a enchaîné après des bons films, contrairement à Jennifer Grey, qui s'est fait refaire le nez, il me semble.
Et Oui. personne la reconnaissait, et du coup, imaginez... Maintenant, elle s'appelle Jennifer Purple. C'est ça. Non, j'ai pas grand chose à dire de plus, et effectivement, je suis assez d'accord avec toi. C'est un film qui traverse les âges, quoi. C'est vrai qu'il paraît que oui, j'avais entendu du coup que sur le tournage, il y avait de l'électricité dans l'air, ce qui a donné du coup le fameux EDF Suez. Alors là... Ouais. Ok. Voilà. Et c'est très bien. Voilà, on nous réagissez dans les commentaires si vous avez compris ce que Mus a voulu dire. Je pense que c'est un lien avec GDF Suez, mais je suis pas sûr. Est-ce qu'on est obligé d'expliquer la blague? Je ne sais pas. Généralement, quand on se doit d'expliquer, oui, mais c'est pour, c'est pas terrible, on est d'accord. Mais nous sommes habitués, chers auditeurs, donc sachez que, plus rien ne nous surprend. Putain. Mais patientez, attendez que Gauthier nous donne son numéro 3 et vous allez vite oublier ce... Oui, voilà. Je ne sais pas. On coupera. C'est l'avantage de ne pas être en direct, on peut couper. Donc... je vais pas couper là, oui, effectivement, on va passer à mon troisième film, en tout cas à la marche sur le podium. Je vais faire aussi un petit préambule, assez court. Déjà, pour commencer, il y a 2 films qui ne sont pas dans ce top, mais qui devraient y être. Mais comme j'ai fait 2 épisodes... Tu le feras à la fin, ça. Non, je le fais là parce que j'ai d'autres mentions honorables. D'accord. Okay. Mais c'est juste pour dire que voilà, j'avais fait 2 films incultes. C'est pour ça que j'ai choisi de ne pas en parler dans ce podcast. Mais pour information, il y a eu My Girl d'Howard Zieff et de Garden State de Zach Braff, qui sont 2 très bons films également d'amour, ou en tout cas romantiques, qu'il faut regarder. Mais voilà, c'était juste pour vous dire que j'ai déjà fait des vidéos dessus, donc du coup, dans mon top 3, j'en parle pas, quoi. Et le troisième film qui est sur mon podium, c'est le Moulin Rouge. Alors, en tout cas, de Baz Luhrmann avec Nicole Kidman et Ewan McGregor. Alors, la nationalité du film australien-américain, voilà, mais ça se tourne à Paris, bien évidemment, en tout cas en studio, pas vraiment à Paris, puisque c'est beaucoup de fond vert. Enfin bref, je vais en parler là-dessus. Pour son histoire, c'est à la fin du 19e siècle, dans le Paris de la Belle Époque, Christian, un jeune poète désargenté, s'installe dans le quartier de Montmartre et découvre un univers où se mêlent sexe, drogue et French cancan, mais se rebelle contre ce milieu décadent en menant une vie de bohème. Il rêve d'écrire une grande pièce et le peintre Henri de Toulouse-Lautrec est prêt à lui donner sa chance. Celui-ci a besoin d'un spectacle grandiose pour le Moulin Rouge et le poète est embauché pour rédiger le livret de la revue. C'est là qu'il tombe amoureux de la courtisane Satine, la star du prodigieux cabaret. Bref, voilà, on est sur 2h06 de film. Le Moulin Rouge de Baz Luhrmann. Alors, ce film, aujourd'hui, je pense qu'il a un petit peu vieilli, mine de rien, parce que je l'ai revu il y a pas si longtemps. Il date de 2001 maintenant. Pourtant, je trouve toujours meilleur qu'un Roméo et Juliette, par exemple, du même réalisateur. Je suis pas un grand amateur de comédie musicale et pourtant, le film fonctionne sur moi. Il est vrai que le côté un peu psychédélique lors des breuvages en absinthe peut paraître un peu dingue. Pourtant, le fantasme fonctionne. L'histoire est similaire à un Roméo et Juliette, d'ailleurs, c'est revisité, vu et peut-être même revu pour certains. L'anachronisme des musiques telles que Nirvana en passant par U2 est aussi revisité, donc même en mode justement 19e siècle à l'occasion. Le cadre, l'ambiance presque d'un Paris survolté et baroque en font un film, pour ma part en tout cas, que j'aime revoir régulièrement, sans compter la BO que je connais par cœur. À noter que la version française, et j'insiste là-dessus, est vraiment très très bien foutue. Parce que si vous regardez bien, en tout cas si vous écoutez bien, Ewan McGregor avec sa voix française, on voit très peu la différence entre la VO et la version française, pour vous dire que c'est vraiment encore une bonne VF qui a été effectuée pour le film. Et même en termes de décor, en termes de mise en scène également, parce qu'il y a beaucoup d'astuces de mise en scène et vraiment c'est réfléchi quoi. Le film est vraiment extrêmement bien foutu et super bien rythmé. Ne pas le voir alcoolisé, j'insiste bien. Voilà. Parce qu'il est quand même assez barré. Voilà. Est-ce que vous l'avez vu ce film ?
Non, je ne l'ai pas vu. J'ai le Blu-ray, mais je ne l'ai pas vu. Et pendant que tu évoquais, que tu décrivais fort bien le film avec, je trouve, beaucoup de passion, j'ai recherché, j'ai regardé un peu sur Internet en même temps, et je me suis souvenu qu'en effet, tout ce que j'ai vu de Moulin Rouge, hormis la bande-annonce à l'époque, c'était, je crois, le clip de Christina Aguilera, Lady Marmalade. Mais parce que j'avais un doute de savoir si c'était pour ce film-là que cette chanson, que cette reprise de Lady Marmalade a été faite par Christina Aguilera, et j'avais un doute. Et non, et je vois un peu l'esprit, voilà, de toute façon, Moulin Rouge, ça part de soi, voilà, c'est l'esprit des cabarets parisiens, on va dire. Alors après, l'intrigue qui en découle, je ne la connais pas, je n'ai pas vu le film. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, je me dis, allez, il faudrait que je le regarde quand même, et j'ai peur, en fait, d'un film un peu trop comédie musicale, justement, et c'est ça qui m'inquiète. Oui, moi, je suis d'accord avec toi, Gino, justement, moi, c'est ce que j'avais peur en allant le voir. Je suis vraiment pas fan des comédies musicales, vraiment. Et pourtant, les musiques qui sont revisitées, par exemple, là j'ai dit Nirvana, mais il y a aussi El Tango de Roxanne, de Police, par exemple. Ça marche super bien. Et les musiques sont vraiment... Enfin, c'est ça qui marche le mieux, je trouve, c'est la BO. C'est ça qui porte le film, d'ailleurs. Et... c'est mieux pour une comédie musicale. Bah oui, complètement. Mais ça aurait pu être justement des musiques pourries. Je vais prendre un exemple tout bête. Un des derniers films de comédie musicale que j'ai vu, c'était La La Land. Et La La Land, en fait, c'est que des musiques un peu... c'est complètement des musiques originales dedans. Et pourtant, alors, c'est des musiques qui restent en tête, mais je trouve que c'est pas une BO que j'aime réécouter, par exemple. Alors que Le Moulin Rouge, ça me dérange absolument pas. C'est une petite différence qui a son importance lors des comédies musicales, par exemple. Non, et puis ouais, quand je vois aussi, t'as quand même, il y a Bono qui est présent sur le disque, Fatboy Slim. Moi, j'adore Fatboy Slim, David Bowie. Quand je vois ça, je me dis, peut-être que j'essaye de voir ce que ça peut donner dans ce genre d'univers. Je vois, il y a Massive Attack aussi, ouais. Ouais, non, franchement, ça. Et je vois qu'il y a Your Song. Est-ce que c'est le Your Song qui a été repris de Elton John? Et c'est Ewan McGregor apparemment qui chante. Donc ça a l'air d'être magnifique cette musique. Enfin, la façon dont ils reprennent les musiques, honnêtement, bah c'est génial, c'est parfait quoi. Je vois que la bande originale se compose aussi de Rhythm of the Night, mais ils mettent Valeria comme interprète alors que c'est Corona. On est d'accord? Je sais pas si ça irait avec le thème. On peut pas me la faire. Je suis en blind test, je suis incollable. Donc. Il y a une reprise aussi, Gino, de Like a Virgin de Madonna aussi. Voilà, pour information. D'accord. Ah ouais. Ok. Alors c'est la façon dont ils ont à la reprendre, c'est plus comique, mais c'est bien foutu. Ok. Donc, voilà. Ah mais il faudra que je me mette dessus à regarder ce film. Faut que je lui laisse sa chance. Voilà. Mais tu l'as pas encore vu, hein, c'est ce que tu m'avais dit, je crois, non? Bah en fait, ça fait genre 15 ans que j'ai le DVD, mais j'ai jamais regardé. C'est une tristesse. Je l'ai prêté à ma belle-mère pour l'anecdote. Mais tu sais, ouais, c'est clairement le genre de film que tu vois dans des bacs à la Fnac, de acheter le troisième offert. Et il y a généralement c'est des petits bacs où alors chez Leclerc il y a 4 films qui se battent et t'en as 2 que tu voulais, il y en a un troisième. Bon, bah, les autres tu les as déjà ou alors ça t'inspire pas du tout et donc bon bah j'ai pris Moulin Rouge. On va compléter. C'est ça. Quitte à l'avoir gratuit quoi. Ouais, j'en ai 2 comme ça, des films bouche-trou, Moulin Rouge et Tout ce qui brille. Voilà, c'est pas pareil, hein. Tout ce qui brille est quand même moins bien. Ah ouais, non mais je vous rassure, il fait pas partie de mon top. Voilà, vous pouvez me haïr en commentaire si vous voulez, y a pas de souci. Mettre un pouce en bas. Un pouce en bas, plein de pouces en bas. Un pouce rouge. Eh bien, je pense qu'on peut passer au deuxième film de votre top, à vous. À toi, Meus. Alors, en deuxième position, pour ma part, on en a déjà très brièvement parlé, en tout cas on l'a évoqué, c'est un classique, et du coup quand je dis que je voulais les films réalistes, celui-là n'en fait pas partie, du coup c'est l'exception qui confirme la règle, c'est le film Ghost, tout simplement, avec Patrick Swayze, Demi Moore et Whoopi Goldberg notamment.
Donc j'ai vu sur le tard. Je l'ai découvert pour la première fois il y a genre 2 ans, 3 ans. Ce temps passe vite. Cité Tony Goldwyn. Je me suis fait chier à retrouver le nom, mais tu n'as pas cité Tony Goldwyn. Autant pour moi. Et du coup, ouais, je l'ai vu sur le tard, ce film, et, parce que je savais pas trop. Bon, je connaissais évidemment la mythique scène quand ils font de la poterie, évidemment, mais j'ai pas vu le film en lui-même. Je me suis lancé parce que c'était une bonne surprise. Je m'attendais pas à grand-chose, et non, c'est bien fait, c'est évidemment bien joué, mais ça a vu le casting, bon, je m'en doutais un petit peu. Et non, c'est original, c'est vraiment sympa à suivre. Après, voilà, c'est... Bon, des fois, tu peux te dire, c'est en même temps comédie romantique, c'est un peu gnangnan, des fois, sur les bords, c'est un peu gentil, mais c'est vraiment bien. Et original, encore une fois, et voilà. Donc, j'ai passé un bon moment devant, et pour moi, voilà, c'est un film culte, et ça m'étonne pas du tout. Décidément, on cite beaucoup Patrick Swayze, quand même, ce soir. Est-ce que c'est pas le maître de la Saint-Valentin ? Est-ce que c'est pas un acteur qui symbolise aussi cette catégorie de films et mine de rien, beaucoup de films qu'on a cités, enfin, pour le moment, sont quand même issus proches de la fin des années 80, début des années 90, voire tout début des années 2000 pour toi. Ou, voilà. Ouais. Mais c'est peut-être une époque où on arrivait à faire ce genre de cinéma. Ouais. Mais par contre, je t'ai coupé, Mas, excuse-moi. Non, mais tu peux. Hein. Non, moi, j'ai pas grand-chose de plus à dire. C'est juste que voilà, moi, je l'ai vu sur le tard et j'ai passé un bon moment devant. Et je conseille à tous ceux qui ne l'ont pas vu de se lancer à l'occasion, puisque il vaut le coup. Et dans le genre comédie romantique, encore une fois, je suis pas un très grand fan, mais pour le coup, c'est un très bon élément. Tirer dans comédie romantique, moi, j'irais plutôt dans drama aussi, un peu. Quoi. Fantastique. Drama, oui. C'est un drama, tout. Tu peux le mettre dans plein de cases, hein, ce film, dans plusieurs cases. C'est vrai, parce qu'il y a aussi un peu une enquête également. Voilà. Il y a le côté, voilà, la place du deuil, l'impossibilité pour lui de savoir s'il est vraiment décédé ou pas. Pour lui, il est presque en parallèle dans un monde. C'est vraiment quelque chose d'assez bien foutu. Et je trouve que dans ce genre de film, c'est assez bienvenu d'avoir foutu quand même Whoopi Goldberg pour ses côtés un peu humour. Et la comédie, elle est pas non plus, la comédie est pas hyper présente dans le film, mais elle est faite avec parcimonie. Et je trouve que exactement. Et je trouve que justement le Whoopi Goldberg le joue très bien. Elle sait aussi ne pas être dans l'excès. Elle le fait à petite dose sur des scènes où justement elle pense voir un esprit, entendre un esprit. Donc là, il y a le comique de la situation qui se fait ici. Et voilà, c'est ça qui est super bien fait dans ce film. Moi aussi, je le recommande et j'ai découvert un peu sur le tard parce que faut avouer quand même, il y a certains plans, certaines scènes, ça vieillit quand même. Faut pas se le cacher. Oui. Et par contre, le film en soi est super prenant. Et voilà, c'est très bien foutu. Hein. Franchement, là-dessus, nickel. C'est Jerry Zucker qui réalise. Ouais, c'est ça, Jerry Zucker. Et puis, je dois dire quand même que pour moi, ce film possède peut-être, à mon sens, l'une des plus belles chansons d'amour. Unchained Melody, pour moi, c'est la scène qui accompagne la scène de la poterie. Quoi. Cette musique-là que tout le monde connaît, je trouve que c'est l'une des chansons les plus mythiques. Voilà, ce n'est pas qu'une chanson pour la pub, pour du jambon. Ça donne envie de baiser, hein, c'est clair. Vous rigolez, mais dire que maintenant, aujourd'hui, le fameux truc érotique, c'est 50 nuances degrés, mais putain, mais regardez Ghost, vous savez pas ce que c'est que l'érotique, enfin, c'est pas possible. C'est clair, hein. C'est clair, faut l'avouer à demi-mour, quoi, mais bon. Question jeu de mots, on est bien là, on est très bien. On est très bien. Non mais je valide aussi Ghost, là-dessus il n'y a pas de souci. C'est sûr que... Et c'est ce qu'on disait justement, c'est ça qui était fort dans ce film-là, c'est que ça mélange un peu tous les genres. Il y a le côté romantique, effectivement on l'a dit, le côté comédie avec Whoopi Goldberg, la scène avec le chèque là où elle a du mal à le donner aux bonnes sœurs, mais ça me fait mourir de rire à chaque fois. Elle a trop de mal à donner le chèque, j'en peux plus. Même la scène, même d'ailleurs, toute la séquence dans la banque est extraordinaire avec Whoopi Goldberg. Je crois qu'elle a gagné un Oscar d'ailleurs pour ce film-là, au passage. Mais c'est pareil, il y a le côté un peu thriller, même un peu horreur parfois. Je pense au métro par exemple, avec l'homme du train, l'homme du métro là, c'est mon train. Enfin, il lui apprend à devenir un vrai fantôme et compagnie. Il y a un peu tous les genres, mais fait de façon intelligente et au service du scénario. Bref, c'est un putain de film, voyez-le, ça vaut le coup.
Et toi, Gino, c'est quoi ton deuxième film ? Eh bien, mon numéro 2, c'est un film, on va rester un peu dans ces mêmes époques. C'est un grand classique, on va dire, des romances où l'histoire commence un peu. On va dire, là, on est plus dans la comédie romantique. C'est comme ça qu'il a une petite amie, il fait que de péter et puis ça l'attire. Voilà. Non, mon deuxième, alors je tiens à dire, j'ai pas mis tout ce qui était Coup de foudre, Notting Hill, tout ça, je les ai pas vus, tout simplement, je pense que c'est des bons films et que je n'ai pas, voilà, si j'en oublie certainement, mais moi, un film qui m'évoque aussi ce genre de truc que tu peux voir à Saint-Valentin, c'est Pretty Woman, avec Julia Roberts et Richard Gere. Un grand classique, voilà, de la comédie romantique. Donc, film de Gary Marshall. Donc voilà, brièvement, donc Edward Davis, un richissime homme d'affaires, on va dire, c'est un peu Bernard Tapie qui rencontre Zaya, quoi. En gros, à la française, c'est ça. À la française, ce serait un peu ça. Non, mais sans trêve de blague, courage au boss, voilà, je pense fort à lui. Et donc, comment dire, ouais, c'est un peu pareil, on est un peu comme dans Dirty Dancing, mais là où le rapport est entre guillemets inversé, où c'est l'homme qui est, on va dire, le riche et la femme, Julia Roberts, qui est dans une situation délicate, qui a du mal à payer son loyer, qui en vient à se prostituer pour pouvoir subvenir à ses besoins et à vivre. Et donc la rencontre où, pour conclure un gros deal, Richard Gere doit être accompagné et il propose à Viviane, donc à Julia Roberts, de venir, de jouer sa femme, donc d'être là en tant qu'escorte, où il lui paye, je crois, $3,000 la semaine pour faire servir de potiche, en fait, en quoi que ce soit. C'est un peu l'idée. Et puis au fur et à mesure, à force de discuter, d'échanger ensemble et tout, de vivre des moments, des situations, ils s'attendrissent l'un et l'autre. Donc c'est vraiment le scénario classique de la comédie romantique où tout est bien qui se finit bien à la fin. Voilà, c'est super bien fait. Voilà, la scène mythique de la session de shopping avec la musique de Roy Orbison, voilà, Pretty Woman. À quel point la somme est indécente, monsieur? Affreusement scandaleuse ou juste indécente? Affreusement scandaleuse. J'adore quand vous me parlez comme ça. Enfin, en gros, c'est il y a plein de petites phrases comme ça. Le maître d'hôtel, ouais, c'est vrai. Le maître d'hôtel qui est très bienveillant avec Viviane qui connaît la situation, ce genre de choses. Voilà. Bon, la fin un peu cliché où n'importe quoi. Georges Clooney, oui, bien sûr. Richard Gere, Richard Gere, comment dire, arrive un peu de manière chevaleresque, on va dire, où il rejoue une petite scène de Roméo et Juliette à la fin pour reconquérir Viviane. Enfin voilà, c'est un classique de chez classique, mais qui fait toujours bien. Et je trouve que ça, au contraire, ça vieillit pas des masses. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Non, mais dans l'ensemble, c'est vrai que Pretty Woman, il a tendance aussi, pareil, comme Dirty Dancing, finalement, à traverser les époques aussi. Aujourd'hui, c'est vrai que comment Julia Roberts, elle a fait de nombreux films romantiques et compagnie, Le mariage de mon meilleur ami entre autres, par exemple. Mais c'est vrai que là, celui-là, c'était son premier succès, faut dire. Oui, oui. Elle a fait Hook comme comédie romantique aussi. Ah merde, on va dire ça. À la scène avec le Capitaine Crochet là, un peu BDSM là. Merde. Non, c'est le premier râteau qu'elle se fait dans un film, c'est bien Hook face à Peter Pan. Mais bon voilà. Mais oui. Ah oui, voilà. Tu l'avais vu, j'imagine. D'accord, mais ça ne t'inspire pas beaucoup les balles. Voilà. N'hésite pas à enchaîner. Si on te fait chier, tu le dis. Non, mais oui, je l'ai vu, bien sûr, mais je pense que t'as dit ce qu'il y avait à dire. Je veux dire, tu es le roi du résumé. Là. Non, franchement. Tu n'aurais pas ta place chez BFM TV, toi. Tu feras pas on est d'accord. Sur du commentaire. Ça ne me dérange pas. C'était un peu incapable de faire ça, toi. Pas de commentaire. Incapable, ouais, voilà. Pas de paraphrase et tout. Non, c'est bien. Du tout. Non, mais franchement, t'as tout dit. C'est vrai que. Et en plus, tu vois, le pire, parce que quand j'ai fait cette sélection, je l'ai fait de mémoire, moi, perso. Pour le coup, c'est aberrant, mais il m'est même pas venu en tête. Tu vois, là, maintenant que tu me le dis, je me dis, mais c'est honteux, parce que c'est vrai que c'est un grand classique.
Et encore une fois, c'est ça qui est bien, il traverse. De toute façon, c'est un signe. Un film quand même qui marche tout le temps. Il traverse les générations, tu vois, les décennies, et pourtant, il reste toujours agréable à regarder. Toujours bien fait, même si ça vieillit un tout petit peu, mais c'est normal. Mais ouais, non, c'est toujours un vrai plaisir à regarder. Et ça lance une vraie star. Ça peut faire cliché, mais je me suis demandé, moi, voilà, la Saint-Valentin, c'est vrai que c'est une fête importante, notamment chez la gente féminine. Je me dis, qu'est-ce qu'elles aiment bien comme film et tout. Ouais. Nous, les mecs, c'est la finale de la Ligue des Champions, nous, qu'on a en mémoire. Oui. Ouais. C'est souvent ça. C'est les 8e en général. 36-15 mises, c'est parti. 36-15 mises. Mais c'est des grands classiques. La place de Gino, c'est la Ligue 1. Puis même, on va pas se mentir. Toi, souvent, l'amour, ça se résume à une escorte et une banquette arrière de voiture. De toute façon. Donc, c'est pour ça qu'il y a pensé. Le grand Aimé. Et Sabri. Aimé, Sabri. Sabri. Non, mais évidemment, c'est exactement ça, tout à fait. Non, mais voilà, c'est comme tu dis, c'est des films qui traversent les âges, et je comprends que tu y penses pas parce que ça paraît tellement classique que je pense que tu cherchais peut-être à des films à proprement parler où tout le long est une histoire d'amour, voilà, qu'on explore de A à Z, quoi. Sans les scénarios forcément, on va dire comiques ou drama ou ce genre de choses. Non, même pas. J'étais assez nombriliste, moi. J'ai juste réfléchi, genre, qu'est-ce qui m'a le plus plu, même sans être, tu vois, une comédie romantique à proprement parler, comme Ghost, quoi, tu vois, mais vraiment, trucs qui m'ont marqué. Et j'avoue que, tu vois, m'a marqué, mais, tu vois, comment dire, c'est un grand classique dans le genre, mais j'avoue que, voilà, les autres, il y a plus de drama, voilà, tu vois. C'est quand tu as évoqué Ghost que moi, dans mon cas, je me suis dit comment j'ai fait pour l'oublier. Comme je t'ai dit, moi, je trouve qu'il y a la chanson d'amour la plus. Moi, il est dans mes mentions honorables. Et oui. Du monde. Mais pour moi, voilà, comme je te dis, c'est la musique qui me fait le plus penser à ce qu'est le film d'amour par excellence, sa musique. Et j'ai pas pensé à ce film-là, tu vois. Donc c'est vrai qu'on se complète là-dessus, quoi. Là-dessus, on est bien d'accord. Et toi, Gunther? Et oui. Du coup, moi, mon deuxième, alors c'est pareil, je suis un petit peu comme Meus, hein, c'est-à-dire que moi, ma sélection, en plus, je viens de remarquer, tout est après les années 2000, hein, pour le coup, comme quoi c'est vraiment différent. Donc, mon deuxième film romantique, film d'amour, alors c'est pas vraiment film d'amour, c'est plus romantique dans ce côté-là, il y a aussi du drame et de la comédie. Mon deuxième film, c'est Juno, et oui. Parce qu'on a tendance aussi à l'oublier, ce film de 2007-2008, hein, ça dépend quand il est sorti en France ou... c'est vrai que je l'ai oublié, tout simplement parce que je ne l'ai pas vu. Ça peut jouer. Hein. Ça peut jouer. Alors, justement, je vais essayer de vous convaincre de le regarder. Je ne sais pas, je pense que... Meus, tu l'avais vu toi ou pas, Juno? Bien sûr que non, malheureusement. D'accord. Je suis désolé, même pas. C'est pas grave. Alors, je vais essayer de vous convaincre. En tout cas, juste avant que tu démarres ta présentation, il faut quand même qu'on signale qu'on est le seul podcast cinéma où on a vu le moins. Oui. C'est vrai. J'ai remarqué ça aussi depuis quelques épisodes. En fait, ils ont rien vu, ils ont rien branlé. C'est du travail d'amateur. C'est perfectible, hein, mais voilà. C'est perfectible. Ça c'est sûr. Nous ne sommes pas des cinéphiles, nous sommes des passionnés, des amateurs de cinéma. Voilà. En tous les cas, je vais tenter de vous convaincre de regarder le film. On veut faire des vues pour que vous donniez plein de thunes et tout. Pas du tout monétisé, pas de mettre la cloche, au passage. Clocher, liker, commenter, partager. On dirait psychodélique. Du coup, pour l'histoire, en tout cas, je vais tenter de vous donner envie, ou pas, ça dépend. Envie d'avoir envie. L'envie d'avoir envie. Voilà. Pour l'histoire, en tout cas, il s'agit de Juno McGuff. 16 ans, est une jeune fille qui n'a pas sa langue dans sa poche, mais qui, sous ses airs de dur, se cherche comme toutes les adolescentes de son âge. Alors que la plupart de ses copines de lycée passent leur temps sur Internet ou au centre commercial, Juno ne fait rien comme les autres. C'est ainsi un jour où elle s'ennuie qu'elle couche avec Polly Blaker, un garçon si charmant que peu prétentieux. Mais quand elle tombe enceinte accidentellement, elle décide de trouver un couple de parents adoptifs idéal qui pourrait s'occuper de son bébé. Avec l'aide de sa meilleure amie Léa, elle repère les petites annonces du journal local Marc et Vanessa qui rêvent d'adopter leur premier enfant. Soutenue par sa famille, Juno fait la connaissance de Loring, enfin de la famille Loring, tandis que le terme de sa grossesse approche. Juno va devoir faire preuve de maturité et de courage. Alors comme ça,
Effectivement, le film fait pas trop romantique, mais si il l'est, surtout que, en fait, finalement, le film commence avec le fait qu'elle soit enceinte. Alors, comme ça paraît anodin, mais Jason Reitman, qui est un jeune réalisateur à l'époque, qui est le fils d'Ivan Reitman, voilà, qui a fait SOS Fantôme, entre autres, qui fait partie de ces réalisateurs qui a mis un coup, ou en tout cas un bon souffle au cinéma indépendant américain, en particulier sur la comédie, qui ne cherchait plus seulement à faire rire, mais aussi à émouvoir. Passer du rire aux larmes, c'est pas vraiment chose aisée, en tout cas pour les Américains. Pourtant, dans Juno, on y arrive facilement, sans que ce soit ridicule, car le tire-larme n'est pas du tout le but en soi. Cette histoire d'amour cache aussi quelque chose d'assez peu commun, raconter l'histoire d'une jeune fille enceinte, mais pas de mauvais gars qui assume pas de couple parfait. Le réalisateur soumet les clichés sur en fait quelque chose de plus terre-à-terre, comme In the Air. Alors je pense que ça par contre, Meus, tu l'avais vu, In the Air de Jason Reitman, il me semble, ou pas? Parce que, excuse pardon, mais de mon côté ça fait que de couper, donc j'ai pas très bien compris ta question. Je disais, c'est le réalisateur qui soumet les clichés sur quelque chose de plus terre à terre, un petit peu comme dans In the Air. Ouais. Oui, d'accord, si oui, c'est vrai. Là-dessus. Ouais. Et du coup, les sentiments ne sont pas manichéens, mais plus complexes qu'il n'y paraît. Si le couple parfait y ressemble, il y abrite un adolescent qui semble plus immature que les ados. Si Juno semble prendre avec humour sa situation tout en aidant un couple à avoir un enfant, cet humour disparaît lorsque la réalité arrive, c'est-à-dire que le bébé arrive, et si le petit ami semble détaché, il est en réalité plus investi que jamais dans la vie de Juno, voire même très amoureux et plus amoureux que jamais. Bref, un film d'une extrême justesse et également aussi, il faut le dire, il faut l'avouer, une putain de bande originale. Alors après, c'est pareil au niveau de la mise en scène, c'est assez incroyable. Jason Reitman, il use de plusieurs astuces de plans qui sont vraiment excellents. Mais ça c'est pareil, il faudrait que vous voyez le film pour le voir. Mais par exemple, je vais juste citer une scène où tu as Juno qui danse avec Mark, donc le fameux couple qui va récupérer à la fin du terme le bébé. Mark qui est joué par Jason Bateman et qui danse avec Juno à ce moment-là. Et puis donc il y a effectivement le bébé entre les deux et il joue un petit peu une ambiguïté en disant qu'il y a quelque chose entre eux. Il s'agit bien du bébé, mais en même temps comme si lui en fait finalement il avait un peu plus de sentiments. Donc voilà, il y a des choses un peu comme un adolescent, comme si en fait Juno réveillait l'adolescent qui était en lui. Donc il y a des petites astuces comme ça de mise en scène qui sont vraiment excellentes. Le film date de 2007-2008 comme je le disais, et c'est vraiment un renouveau dans la comédie romantique ou la comédie tout court, puisque après on a eu des films beaucoup plus drama finalement dans les films romantiques et qui ont donné lieu à des films beaucoup plus intéressants que les films des années 90 justement. Donc voilà, je sais pas si ça vous a donné envie de le voir. Pour rappel, c'est avec Ellen Page, Michael Cera, Jennifer Garner, Jason Bateman. Il y a aussi celui qui joue dans Spider-Man, j'ai oublié son nom. Il y a J.K. Simmons, non? Voilà, J.K. Simmons, voilà, exactement. Donc un putain de casting. Et vraiment, vraiment, il faut que vous le voyez un jour, ça vaut vraiment le coup. Écoute, je pense que je regarderai ça à l'occasion, mais je t'avoue qu'il fera pas partie de mes priorités de visionnage. Comme ça. Mais oui, pourquoi pas. Il y a Tango et Cash à revoir d'abord. Il y a Tango et Cash à revoir et revoir. Déjà, oui, évidemment. Et j'avais une question juste dans le film, parce que quand même, elle est enceinte à l'âge de 16 ans, donc oui. J'imagine qu'elle doit être forcément montrée du doigt dans le film. Exact. Et je me demandais, est-ce qu'elle se fait traiter de salope dans le film? Parce que du coup, ça aurait pu être un hommage à la plage du débarquement, tu vois. Oui, mais de toute façon, à partir de ce film, c'est l'idée que Colonel Riel a sorti sa chanson Aurélie n'a que 16 ans et elle attend un enfant. Voilà, c'est ça. C'est une grande chanson française. La grande chanson française de Colonel. Tout ce qui est les parties au lycée, par exemple, de Juno, sont un petit peu mis de côté. C'est-à-dire que oui, effectivement, il y a le regard des autres, mais ça apparaît, je crois, quelques secondes dans le film. C'est même pas ça le sujet, en fait, en vrai. C'est pas ce qui se passe au lycée. D'ailleurs, le lycée, tu le vois pas beaucoup. C'est beaucoup avec ses propres parents, donc J.K. Simmons, déjà, entre autres, qui est vraiment un père compréhensif, alors que tout père aurait été de rejeter plus ou moins sa fille. Putain, t'as que 16 ans. On aurait eu tous les clichés du monde, tu vois. Et pareil avec le couple en question, c'est beaucoup là-dessus.
que tu oublies de dire aussi, c'est que dans le film, c'est aussi lui le père. Alors, ça traite aussi de l'inceste, quoi. Donc, faut Ah merde, t'es con, toi. C'est le mec, T'as rien veut compris. dire dans le glauque. Non, vraiment, Ça se passe dans le Nord. Ça vaut le coup. Clichéland. Ouais, voilà. Bref, non, mais en plus, je sais que tu vois, ça fait quelques années, mais mon père l'avait vu, l'avait bien aimé en plus, tu vois, je m'étais dit, bah, faut que je le mette aussi. Ça fait partie d'une longue liste de films qu'il faudrait que je voie, mais que je n'ai jamais pris le temps de regarder. Mais, pareil. Tu vois, un cette jour, année-là, il y faudra. avait ça et Into the Wild. Vraiment. Ouais. Ah, tu vois ouais. 2007, C'est ma période c'était un une peu, des meilleures années bon. de cinéma, je trouve. Enfin, en termes de bons films, on va dire. 2007-2008. Ok, et bah du coup, on va passer au premier de vos listes. Mine de rien, déjà. Et ouais. Du coup, Et ouais, quel les est gars. votre film romantique préféré? On commence par toi, Mus. Alors, sur la première marche de ce podium, j'ai mis, et je suppute, et tu vas me le dire, c'est pas une insulte, hein, suppute, hein, je précise pour les On auditeurs. a mis la même chose, c'est sûr. Je suppute que tu as mis le même sur la première marche du podium, Gauthier. Pour ma part, j'ai mis, roulement de tambour, j'ai mis 500 jours ensemble. Putain, on a en mis le premier. même. Eh bah oui, les grands esprits se rencontrent. Hein. Bah, c'est cool, on va pouvoir en parler, c'est bien. Donc 500 jours ensemble, du coup, avec Joseph Gordon-Levitt et Zoé de Chanel, entre autres choses. Donc là, pareil, je l'ai mis en premier simplement parce que bah il est finalement, très terre à terre, oui et non, puisque on voit quand même des choses qu'imagine Joseph Gordon-Levitt dans sa tête. On voit ce qu'il imagine, que c'est assez des fois, au contraire, un peu perché vite fait, quoi. Mais non, il est très bien parce qu'il raconte vraiment aussi les difficultés d'une relation, les messages qu'on envoie et qu'on reçoit, tu vois, les interprétations, c'est ça que je veux dire, tu vois, et qui finalement sont pas les bonnes et tout. Et ça traite d'une histoire d'amour, mais pour le coup, bah, je vais pas spoiler, mais voilà, qui finit pas forcément très très bien quelque part. Il n'y a pas trop de spoil, mais, hein, parce que c'est dit dès le début du film que c'est c'est pas, vrai, oui, c'est pas une histoire d'amour. c'est vrai, c'est la voix off, ouais, c'est vrai. Donc non, mais du coup, j'ai bien aimé l'interprétation, ça c'est évident, même la mise en scène de Mark Webb. Du coup, son premier film, je sais même plus si c'est son. C'est son premier film à Mark Webb, effectivement. Ouais. Et c'est super bien, tu vois comment il retranscrit ça, tu vois, et le côté aussi sur les couleurs, le fait entre les souvenirs, tu sais, souvenirs des fois qu'on édulcore, c'était bien, et puis en fait la réalité beaucoup plus terne, et en fait c'est lui qui se faisait des films sur certaines des choses, etc. Enfin, il y a plein de trucs qui sont très très bien faits de le côté. D'ailleurs au cinéma. Je rebondis un peu sur ce que tu dis par rapport à ça, mais c'est parce que j'avais noté ça aussi également, c'est-à-dire que comme effectivement le message que tu reçois et la réalité est souvent différente, et c'est ce que le film dit, et c'est un petit peu un hommage au cinéma, c'est-à-dire que tout est une astuce de montage. En fonction du montage, on peut te faire croire ce que tu veux finalement. Et les histoires d'amour, c'est un peu ça aussi. Donc c'est vrai que dans 500 jours ensemble, c'est plutôt bien retranscrit en termes de ce que lui il imaginait et ce qui était la réalité. Il y a des plans qui sont vraiment bien foutus. Et il continue. Puis voilà, ça parle des différentes phases. Au début, quand il rencontre, il est tout léger, les petits papillons dans le ventre, il est sur son petit nuage, et puis après, il y a la phase de ronronnement, puis après la phase où ça va plus trop, etc. Et la phase où après c'est terminé, t'es pas bien, tu broies du noir, plus rien n'a de sens, etc. Enfin bref, il retranscrit tout jusqu'à la phase aussi, après où on remonte la pente. Enfin, tout est bien travaillé. Et encore une fois, ce que j'aime beaucoup, c'est forcément, dans la vie, je pense, tous au moins une fois, on a amené à avoir des mésaventures, des peines de cœur, par exemple, etc. Et c'est des choses, pour le coup, qui sont évidemment très mises en scène. Enfin voilà, ça reste un film, mais c'est des périodes qu'on est tous amenés au moins une fois dans notre vie à connaître, je pense. Et du coup, forcément, on peut que s'identifier à ce personnage, en tant qu'homme, vu que le personnage principal, c'est Joseph Gordon-Levitt. Et ça pourrait marcher dans les deux sens. Et en tout cas, voilà, j'ai beaucoup aimé la mise en scène, mais aussi l'interprétation et surtout les messages véhiculés, et à la fois très qui dénonce encore une fois ce qu'on peut vivre de bien et de mal dans une relation, et puis le côté aussi d'espoir à la fin, quoi. C'est jamais fini, et on peut remonter la pente et on peut rebondir, tout simplement. Donc voilà, je rebondis sur ça parce que c'est vrai que j'en profite parce que du coup Gino, vu qu'on a le même film, monsieur moi, je rebondis comme ça, j'aurais pu à le faire. Beaucoup ont pesté aussi sur la fin du film, qui justement raconte pas une histoire d'amour, c'est ce que dit le début du film d'ailleurs, mais en vérité voilà, c'est pas un film d'amour certes, mais
c'est cette histoire qui le fera construire avant de trouver la bonne. Et c'est souvent ça qu'on oublie finalement c'est exactement ça. Dans les éléments. Donc même si c'est en fait il y a beaucoup de filles par exemple, je veux pas être sexiste mais il y a beaucoup de filles qui n'ont pas aimé le film à cause de ça, en disant ah mais c'est nul, ils finissent pas ensemble. Mais non, en fait il va finir avec justement celle qui va être la femme de sa vie, au contraire. Mais il y en a beaucoup qui n'ont pas compris ça en fait. Et du coup l'idée elle est vraiment originale et bien pensée. Et alors je sais pas si tu as noté toi aussi Meus, il est pensé aussi certaines fois comme un clip vidéo, clip musical. Exact, c'est vrai. Il y a certaines séquences, c'est ce qui montre aussi l'état d'esprit du personnage, ou un petit peu fantasmé, comme tu disais. Ça, c'est plutôt intéressant dans le film. Et comme on disait tout à l'heure aussi, il montre l'amour pour Mark Webb, pour le cinéma. Il parodie certains films, notamment. Il parodie certains films. Il référence beaucoup de choses, et comme c'est son premier film, j'imagine que c'est pas anodin. En tout cas, le film est tout bonnement brillant, et c'était d'ailleurs mon coup de cœur de 2009 à l'époque. Et comme on l'a dit aussi, la BO est une claque. Oui, complètement, il y a la BO. Et si on peut se permettre de faire une petite aparté, une petite parenthèse, on vous conseille, je dis on parce que je pense que tu vas conseiller aussi évidemment, la petite vidéo de Durandal, justement un youtubeur ciné assez connu quand même, je pense, pour beaucoup, qui a fait une vidéo sur ce film et qui est assez courte, sur un quart d'heure, mais qui est très très bien faite. Il fait une super analyse du film. Il l'avait sorti pour la Saint-Valentin aussi, tu vois. Ah ouais, donc voilà. Et c'est la première vidéo que tu m'as fait découvrir de Durandal d'ailleurs, au passage. Oui, exact, c'est vrai. Mais c'est vrai que du coup elle est super. Encore une fois, la plupart de ces analyses très très bien faites, très bien analysées, et c'est super intéressant. Donc, bref, voyez d'abord le film, bien sûr, pour pas vous faire spoiler, et après regardez son analyse qui est super intéressante. Et toi, Gino, est-ce que tu as vu 500 jours ensemble avant de commencer? Je ne l'ai pas vu, mais par contre, ça donne envie de le voir par rapport. Ouais, mais je t'emmerde. J'ai vu La 7ème compagnie, ça compense ou pas? Ah, c'est vrai, ça compense. Film d'amour dans un char, ouais, j'ai déjà vu. Exactement, c'est automatique. Mais ouais, non, j'ai pas vu ce film, mais il faudra que je puisse le regarder. Il faudra que j'essaie de consulter les plateformes de VOD pour voir s'il est accessible. Je suis pas sûr. Alors en tout cas, il n'est pas sur Netflix, ça c'est sûr, et Amazon Prime non plus. Il me semble pas. Bah, je vais essayer de voir sur Canal s'il est pas dessus, mais. Et le Blu-ray n'est pas donné souvent. Comment? Et le Blu-ray, je crois, n'est pas donné en général. Il est rare maintenant. Ouais. C'est un film assez. Ouais. En tout cas, nous on l'a si jamais tu veux. Ah oui, j'essaierai de le voir. Oui, Vive le physique, bordel. Bref, Gino, quel est ton premier film préféré romantique, film d'amour? Alors, mon film préféré, on va dire, est-ce que c'est vraiment mon film préféré? Je ne sais pas, mais pour moi, c'est celui qui a été l'une des plus grandes surprises quand j'ai vu ce film, quand je l'ai découvert. Un hasard d'un dimanche pluvieux après-midi, après le foot, je ne sais pas pourquoi je suis allé au cinéma voir ce film, peut-être un rencard qui a mal tourné, un truc comme ça. Et je suis allé voir Love et autres drogues au cinéma. Et ça a été un film qui m'a beaucoup plu. Voilà. Je pensais faire mouche là-dessus. En fait, j'étais plus inspiré par le film que la personne qui m'accompagnait. Je suis incapable de savoir quand est-ce que c'était. Voilà, mais enfin bref. Et ce film, franchement, je m'attendais à voir un film, mais un peu gnangnan, plan-plan, comme ce que tu disais au tout début sur d'autres films, Meus. Et en fait, je trouve que ce film d'Edward Zwick, donc interprété par Jake Gyllenhaal et Anne Hathaway pour les rôles principaux, a été une grande surprise. Donc l'histoire, c'est Jamie, un playboy un peu beau gosse qui travaille dans un magasin de hi-fi, qui se tape la femme de son patron, et puis le patron, il le gaule un peu en train de se taper sa femme, donc il le vire sur le champ. Et puis comme c'est un mec qui, en fait, il enchaîne les conquêtes, ce genre de choses, c'est un peu le Don Juan par excellence, plein d'assurance et tout, donc il trouve pas mieux que de se faire embaucher par une entreprise qui a la cote en ce moment, c'est Pfizer, qui se fait embaucher par Pfizer, et il devient commercial, visiteur médical, et il va pour vendre des médicaments dans des cliniques, et puis il trouve toujours par son côté séducteur tout ça à placer ses produits en draguant les secrétaires, en leur faisant des cadeaux, ce genre de choses. Et puis un jour, il croise la route d'Anne Hathaway,
qui s'appelle Maggie, je crois, dans le film, de mémoire, si je dis pas de bêtises. Et c'est en fait Maggie qui semble accrocher un peu au style de Jake Gyllenhaal, parce qu'elle aussi vit un peu au jour le jour, mais pas pour les mêmes raisons, c'est parce qu'elle est atteinte par la maladie de Parkinson. Et donc, comme elle est un peu souffrante et tout, elle se refuse entre guillemets, d'être un fardeau pour un homme, donc elle vit sa vie un peu au jour le jour. Et le personnage de Jamie, de Jake Gyllenhaal, lui, était loin, on va dire, du plan sentiment, tout ça et quoi que ce soit. Et puis, on va pas spoiler pour ceux qui ne connaissent pas le film, mais bon, vous vous doutez qu'il y a un attendrissement, voilà, il y a des moments difficiles dans ce film, mais c'est un film, je trouve, qui est très humain, et je trouve le choix d'avoir mis le personnage de Jamie en tant que représentant dans un monde un peu difficile, enfin, on va dire, comment dire, pas difficile, mais un peu machiavélique, celui d'être commercial dans l'industrie pharmaceutique, qui se retrouve confronté à une personne qui est atteinte d'une maladie sévère et grave. Je trouve que c'est un parallèle intéressant où justement ça lui fait comprendre plusieurs petites choses, et voilà, il y a le parallèle qui est fait entre les deux. Je trouve que c'est un film très bien foutu. Ça a été une très grande surprise, ce film. Voilà, j'en attendais rien et j'en ai été ravi. Donc c'est un film que je ne saurais que vous conseiller. Je suis assez d'accord. C'est génial, ça. De quoi? Je dis, c'est génial, c'est quand tu vas voir un film que tu t'attends à rien de spécial, qui va pour aller au ciné tout simplement, et que t'en ressors en étant bonne surprise, quoi. Ça, c'est génial. Ouais. C'est une meilleure sensation. Bah, Love et Autre Drogue, c'était ça. Hein. C'est vrai que moi, quand j'avais vu au cinéma, alors je l'ai pas vu dans les mêmes conditions, mais c'est vrai que quand j'avais été le voir, je suis sorti de la salle, je fais mais en fait, je m'attendais pas du tout à ça. On évoque vachement Parkinson, hein, Gino l'a dit. Tu fais et en fait c'est là que le film est plutôt bon, en fait. C'est ça te donne des étapes, ça te donne aussi pourquoi elle est très vulnérable et qu'elle veut pas de relations sérieuses. Enfin, il y a plein de choses qui font que la comédie romantique a été, et il n'y a pas que ce film, hein, il y a eu une grande période comme ça dans les films américains. Les films romantiques ont complètement changé leur code avec un peu plus de drama. Donc là, c'est la maladie de Parkinson, mais il y en a d'autres. Ouais, mais tu vois, au-delà de la maladie de Parkinson, je trouve que ce qui est super bien foutu, c'est que les deux personnes, entre guillemets, vont enchaîner les conquêtes sans complexe, et vraiment en s'assumant complètement, mais les deux personnes, ignore pourquoi l'autre le vit ainsi. C'est vraiment et puis il y a une part où ils s'intéressent à l'autre, et où ils sont obligés d'aller creuser pour savoir pourquoi l'un et l'autre se refusent à l'attachement, à l'amour, en fait, tout simplement. Oui. Et c'est en ça aussi que je trouve que ce film est assez fort, parce que des fois, des scénarios comme celui-ci, donc ok, il y a Parkinson qui est là pour apporter le lot de drama, mais je trouve que c'est parfaitement amené, c'est mieux fait que certains films où on est vraiment dans le larmoyant. C'est pas tire-larme, non, c'est pas tire-larme. C'est pas tire-larme du tout. Donc peut-être 2-3 moments, mais c'est tout. Ouais, et encore, je trouve que les scènes sont davantage crédibles dans ce film que dans d'autres où on passe vraiment du tout larme, tout rire en l'espace de quelques instants. Voilà, là, on est vraiment dans un film où l'être humain, son attachement à l'autre est mis à rude épreuve, en fait. Voilà, je trouve que c'est quelque chose où on y accorde beaucoup d'importance, et je crois de manière complètement honnête, sur les 10-15 dernières années, je pense que c'est l'une des rares fois où, comme tu dis, voilà, le kiff d'avoir le plaisir d'aller voir un film où tu sais pas à quoi t'attendre, pas du tout. Ouais, j'avais pas vu de bande-annonce et quoi que ce soit, j'avais vu ça sur l'affiche, allez, tiens, on va voir ça. Bah, tu vois Jack Gyllenhaal, tu vois Anne Hathaway, tu fais bon, bah allez. Ouais, mais encore à l'époque, tu vois, Anne Hathaway, c'était pas l'époque où je la connaissais beaucoup, ou voire pas du tout. Je crois que c'est le premier film que j'ai vu avec elle, me semble-t-il.
si je dis pas de conneries. La réunification des deux depuis ce fait Brokeback Mountain, hein, normalement. Jake Gyllenhaal, je crois que je l'avais vu qu'une seule fois, c'était dans Prince of Persia. Je crois que c'était avant Prince of Persia. J'ai un doute, je sais plus. J'ai un doute aussi. Ou c'était, en tout cas, c'est pas dans Brokeback Mountain, parce que ça, je l'ai pas vu. Je pensais que c'était dans votre top 1 tous les deux, ce film-là, Brokeback Mountain, mais non. Il fait partie des très très beaux films d'amour, hein, concrètement. Je l'ai pas vu, donc non, je rigole, mais tout le monde dit que c'est un super film, et là-dessus, j'ai aucune raison de ne pas le croire. Mais non, c'est vrai que c'était deux acteurs, pour moi, des nouveaux acteurs. Je pensais pas qu'ils avaient déjà quelques petits succès auparavant. Donc, j'étais pas à ce point comme aujourd'hui passionné ou attiré par le cinéma. Donc, honnêtement, je suis allé vraiment sans. C'est bien ça. Sans grande certitude, et voilà, c'est rare que j'ai eu une énorme surprise comme ça. J'ai pas eu de désillusion ou quoi que ce soit. Donc, c'était super. Voilà, j'ai eu la chance de le voir au cinéma. Je te rejoins là-dessus. Vraiment un très très bon film. Je ne peux que vous conseiller avant de regarder Juno, bien sûr, pour ceux qui l'ont pas vu. Ah, tout de suite. C'est la recommandation de votre Seigneur, de votre service. On peut passer aux mentions honorables. Je pense, c'est pas mal. À toi, Meus. Vas-y. Alors, comme j'ai dit en off avant de commencer l'émission, perso, donc mention honorable, et j'ai aussi, moi, pour ma part, pour le délire, j'ai des mentions déshonorables aussi, parce que j'ai aussi de mauvaises comédies romantiques, et j'ai envie d'en citer quelques-unes, juste pour le plaisir de défoncer du film, tu vois. Juste pour ça. Mon côté sadique, quoi. Tu vois. Bref, alors, mention honorable, on fait quoi? Juste pour préciser avant que tu démarres, moi j'en ai quelques-unes des mentions honorables ou déshonorables. Après, par contre, je dois avouer que c'est des souvenirs comme ça que j'ai. Mais je pourrais pas vous refaire le scénario du film ou quoi que ce soit, donc je compterai sur vous parce que c'est des films comme ça qui me viennent à l'esprit. Et voilà, je vais être plus dans l'énumération de films que de description ou d'analyse du film, quoi. Par contre, je précise que Meus ne nous a absolument pas spoilé les mentions déshonorables ou honorables. C'est juste qu'il a dit qu'il y aurait des mentions déshonorables uniquement. Hein. Donc on va découvrir comme vous. À toi, Meus, vas-y, je t'en prie. Donc on fait quoi? Je vous cite d'abord une mention honorable et on en discute et vous faites pareil. Allez, ou, vas-y, ça marche. Je sais pas. Vas-y, ouais. Moi, en mention honorable, j'en ai noté 3, j'aurais pu en noter plus, mais on va pas faire une émission de 15 heures non plus. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Un petit côté Schindler. Mais du coup, le premier que j'ai mis en mention honorable, c'est un film que j'aime plutôt beaucoup. Enfin, c'est un bon petit film des années 2000 à voir, un bon divertissement. C'est Ce que veulent les femmes avec Mel Gibson et Helen Hunt. Ah oui. Deux acteurs que j'aime beaucoup, d'ailleurs, au passage. Et bon, le pitch, très, très rapidement, vous savez, c'est juste que le mec travaille dans une agence de pub de mémoire, Mel Gibson, et puis il y a une meuf, du coup, Helen Hunt, qui arrive, c'est d'une boîte concurrente, et qui arrive pour travailler avec lui, si je puis dire. Lui qui est un peu, c'est lui le boss, c'est lui qui décide de tout, peut-être légèrement misogyne aussi sur les bords, etc. Bref, et il a un petit accident qui fait que après il a acquis la capacité de lire dans les pensées des femmes. Et il découvre que ce qu'on pense de lui, c'est pas très reluisant. Bon, ça fait une petite comédie très très sympathique, et voilà, puis bon, c'est très cliché, parce qu'après forcément il s'amourache de sa nouvelle collègue, mais tout ce qui se passe dans le film est plutôt sympathique et agréable à regarder. Pour l'anecdote, c'est un DVD que j'avais acheté à Saturn, à l'époque où ça existait encore, Saturn à Rennes. Avant qu'il soit racheté. Et exactement. Et pour l'anecdote, donc je l'avais acheté. Et un jour, je me dis, tiens, je vais me le mettre, ça fait longtemps. Je me pose devant le film, et arrivé genre au chapitre 7, tu vois, parce qu'il y a des chapitres dans les DVD, arrivé genre au chapitre 7, d'un coup, plus d'image, que du son. Donc le truc était mal gravé, j'en sais rien, mais je n'avais plus d'image. Donc en plein milieu du film, là, tu l'as bien mauvaise. Le mec, il s'est fait fourguer un Divix. Un truc pirate dégueulasse, je sais pas, mais bref, et je l'ai refourgué un truc d'occasion, c'est pas grave, mais ouais, sur une brocante, ça passe. Hein. C'est ça. Mais tu vois, voilà, petite comédie sympathique, hein, c'est à voir une fois, c'est un divertissement honnête, et film de l'année 2000, donc déjà plus de 20 ans. Mais voilà, vu que j'aime particulièrement Mel Gibson et Helen Hunt, ça me faisait plaisir de citer ce film-là. Entre autres. Et vous avez quoi à citer? Ouais, moi, il y a un film comme ça qui me vient à l'esprit. Je l'ai vu il y a à peu près un an. C'est la première fois que je le voyais, qui me semble
de mémoire qui est pas si mal que ça. Moi, j'avais bien aimé l'histoire. C'est L'Arnaqueur avec Romain Duris et Vanessa Paradis. C'était pas mal ça. D'ailleurs, ouais. on repense à Dirty Dancing. D'ailleurs. J'ai plus vraiment le scénar en tête. Je crois que c'est un briseur de couple, Romain Duris, je crois, et que Vanessa Paradis doit se marier, un scénario comme ça. Ça se passe à Monaco, de mémoire, le pitch de l'histoire. Oui. Et je trouve que le film était plutôt bien emmené, en mélange de scènes de comédie et de romantisme un peu classique, on va dire, quoi. Mais je trouve que le duo fonctionnait super bien. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, juste petite parenthèse, petit clin d'œil, c'est marrant parce que tu fais un lien par rapport à ce que j'ai dit avant. Celui qui fait le père de Vanessa Paradis dans L'Arnaqueur, c'est Jacques Frantz, et c'est la voix française de Mel Gibson, justement, et de Robert De Niro. Si tu regarderas le film, si tu as l'occasion de le remater, tu verras. Tu l'écouteras parler. Quoi, hein. C'est la voix de De Niro. Ce sera une anecdote coupée au montage. On veut être un peu de culture dans cette. Non mais t'as raison. Non mais c'est bien. Hein, tu vois, j'ai dit ce film-là exprès parce que je pensais à Monsieur France ou voilà, Monsieur France. Tu vois, c'est pour ça que c'est un hommage pour te montrer que je t'avais écouté, boss. C'est ça. Mais voilà, je sais pas si vous avez quelque chose. Je sais pas si vous avez quelque chose de plus à rajouter sur L'Arnaqueur, mais je trouve que c'est un des premiers films français du genre qu'on ait pu voir. Je trouve que voilà, c'est. Le duo Romain Duris, Vanessa Paradis fonctionne très bien. Il y a François Damiens aussi, je crois, dans le film. Oui. Oui. Tu vois, ça me revient comme ça un petit peu par petits bouts, par bride. Mais ouais, c'est un film que j'ai apprécié voir. Ouais, complètement. Et un petit rôle d'ailleurs pour Andrew Lincoln, le personnage principal de Walking Dead, pour ceux qui ont vu la série, au passage. Non, juste, moi j'avais des mentions honorables, mais on les a citées, mais j'en ai d'autres quand même. Donc je dis Ghost parce que c'est vrai que c'était vachement bien. Love et autres drogues, on l'a cité également. Après, dans les autres films un peu romantiques, il y a N'oublie jamais avec Ryan Gosling, d'ailleurs qu'on oublie souvent, mais il est vraiment bien. Sur ce vieux couple où la vieille dame est atteinte de démence et même de Alzheimer, on peut dire. Et en fait, lui raconte leur histoire d'amour tout le temps avant que, voilà, des fois elle revient à la raison régulièrement et voilà. Mais à chaque fois, il lui raconte son histoire c'est assez beau. J'ai même beaucoup de films aussi. Ça fait pas trop tire-larme, hein. Quand on le raconte comme ça, on a l'impression que c'est un tire-larme, mais pas du tout. Ryan Gosling et Rachel McAdams, hein, qui, pour citer que, c'est vraiment pas mal. Je sais pas si vous l'avez vu. Non, j'ai pas vu. Non. Mais il fait partie de. Voilà. Vous avez d'autres mentions honorables ou pas? Ouais, moi j'en ai un comme ça, mais là c'est vraiment de l'énumération. C'est pareil, c'est un film que j'ai vu qu'une fois. C'est un film de mémoire, je crois que c'est de Woody Allen, c'est Vicky Cristina Barcelona. Oui. Avec Penelope Cruz, Javier Bardem et Scarlett Johansson, si je ne dis pas de bêtises. Donc autant dire que le casting féminin m'a plutôt emballé. C'est pour l'affiche que je suis bien aimé voir. emballer le casting féminin aussi. Ouais. Là, je me dis, Javier Bardem, c'était le mec le plus chanceux du monde quand même sur ce film. Mais non, je trouve que je n'ai pas un grand souvenir, mais cette espèce de triangle amoureux a été assez bien construit, assez bien ficelé. Et l'américaine qui arrive comme ça, qui débarque en Europe et qui se trouve tout de suite éprise de, je sais plus, c'est un peintre ou c'est elle qui est une peintre, c'est Penelope Cruz ou Javier Bardem, je sais plus, l'un des deux qui est peintre. Voilà, il y a Penelope Cruz se rend bien compte qu'elle elle est attirée par son mari, par son compagnon. Je sais même plus s'ils sont mariés dans le film, pour dire, ça fait super longtemps que je l'ai pas vu. Et elle est limite prête je sais plus si elle est prête à accepter l'espèce de ménage à trois ou si elle est en proie au doute, je sais plus. Mais c'est un film qui a été bon, si j'ai du mal à l'énumérer, est-ce qu'il va vraiment marquer, je sais pas, mais on sent qu'il y a quand même le côté Alzheimer. Je veux dire, à la côté, au visionnage, je me suis pas ennuyé. C'est pas un film qui m'a ennuyé, quoi. Franchement, je trouvais l'histoire bien ficelée. Ça me faisait. Après, c'est de la construction, de la narration un peu à la Woody Allen. J'ai pas.
Je trouve que c'est le deuxième film qu'il faisait avec Scarlett Johansson après Match Point, qui était un peu dans la même trame avec l'histoire, un peu les triangles amoureux. Il a l'air de s'en sortir avec ça, lui, quand même, Woody Allen. Voilà, ça aurait pu être un film que j'aurais, mais c'était pas forcément la thématique de prendre Match Point dans ce genre de film. Mais voilà, je trouve que celui-ci, Vicky Cristina Barcelona, m'a bien plu. Et toi, Meus? Moi, j'en aurai un autre à citer. Donc, alors, c'est pas un grand film loin s'en faut. C'est un film que j'ai vu il y a bien au moins 15 ans, facile, plus que ça même. Mais que j'ai trouvé très sympathique sur le moment. Alors, peut-être qu'il a vieilli, hein, certainement. Mais, le film en question, ça s'appelle Père et Fille, et c'est avec Ben Affleck et Liv Tyler. C'est un film, moi, qui m'a provoqué une certaine émotion, parce que je l'avais trouvé assez touchant à l'époque. En fait, grosso modo, l'histoire, c'est un mec, voilà, il réussit bien dans la vie, tu sais, je sais plus, travailler dans la pub, il réussit très bien, sa femme est enceinte et tout. Et malheureusement, sa femme, ce début du film, meurt en mettant au monde leur fille, donc il se retrouve père célibataire. Et du coup, il abandonne sa vie professionnelle pour un peu s'occuper de sa fille, après on va en parler, et essayer de l'éduquer comme il peut, quoi. Mais c'était pas Jennifer voilà, Lopez il un peu une petite rêve. C'est ça, exactement ça, voilà. C'est ça. Et donc voilà, et on voit les difficultés d'être père célibataire, d'essayer de faire vivre un peu le foyer, et voilà. Et en même temps, il s'est oublié, donc il est plus vraiment très épanoui, etc. Voilà la relation, qui grandit entre lui et sa fille, qui est pas toujours facile. Et voilà. Et puis du coup, au gré de la vie, du coup, si je puis dire, voilà, il finit par rencontrer dans le vidéoclub où il va louer une vidéo pour sa fille, le film préféré de sa fille. Il rencontre quelqu'un, puis il commence à discuter, puis petit à petit la relation se fait, puis sa fille aussi, la relation entre la nouvelle petite amie, enfin potentielle de Ben Affleck en l'occurrence, et sa fille doit se faire aussi. Enfin bref, c'est un peu un triangle et tout. Et voilà, on voit comment ces relations évoluent. C'était super. Il y avait des points de comédie, en même temps il y avait aussi de l'émotion, et j'ai trouvé ça plutôt bien dosé à l'époque. Et c'est pas un grand film, mais c'était un film vraiment sympa, et je conseille le visionnage au moins une fois pour se faire son propre avis, parce que déjà c'est un film qui est assez peu connu finalement, mais de mémoire qui mérite le visionnage. Donc je vous le conseille si vous avez l'occasion. J'essaie de regarder ça du coup. Moi j'ai une autre mention honorable. Alors j'en ai d'autres, hein, mais là celui-là c'est un petit film, on n'entend pas beaucoup parler, donc je préfère quand même le nommer. Un petit film d'auteur, fin des années 90. Eh oui, faut pas le louper. Titanic. Voilà, Titanic. C'est ce que j'allais dire, Titanic en plus, là, bâtard. C'est vraiment ça. Ouais. Quand même, il faut le nommer. Faut le nommer, ce film. En effet. C'est l'histoire d'un bateau qui coule. Bref. Excuse-moi, je pensais pas que t'allais dire ça. En plus, je suis désolé. J'ai niqué son truc, je suis désolé. Ah ouais, là, comment baiser le truc. Ah putain, il devine tout, le Meus. Non, mais voilà, c'est quand même. C'est une mention honorable, mine de rien. Oui, si je devais en citer d'autres également, il y a eu Un jour également, donc ça c'est une histoire d'amour banale, mais c'était plutôt bien foutu. Texas This Waltz, avec Seth Rogen et Michelle Williams. C'est un petit film aussi, pareil, vraiment indépendant, où là c'est un petit peu The Last Kiss version féminin. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment le côté... en fait, elle est avec un mec, ça se passe super bien. Donc c'est Seth Rogen, hein, pour pas le citer. C'est un petit nounours, blagueur, machin. Enfin, le gars, elle peut facilement se marier avec, que ça le fait. Et il y a un voisin qui apparaît, entre guillemets, pas trop loin, et elle va avoir des doutes, elle va avoir des machins. Et en fait, finalement, Texas This Waltz, c'est comme dit le titre, en fait, finalement, les histoires d'amour, c'est un peu comme le temps d'une valse. C'est super bien, mais voilà, ça reste saisonnier, comme on dit. C'est vraiment les histoires d'amour, en fait, finalement, c'est très court. Et c'est un petit peu ce que dit le film. Et il était très très bien fait dans la démarche, écrit par une femme vraiment talentueuse et qui est réalisatrice du film. Donc vraiment excellent. Est-ce que vous avez d'autres mentions honorables, les loups ? Ouais, ça va être deux films. On va dire c'est l'époque où donc c'est deux films avec Tom Cruise, ou à l'époque où il était bankable sur les films, on va dire, de ce genre. Donc ça va être oui, non, mais allez, dans ce genre de film. Dans ce genre de film. C'était pour moi, voilà, je trouve que on peut pas ne pas les citer quand on a cité certains d'autres films. C'est pour moi Top Gun et Cocktail, quoi. Vraiment, c'est les films, qui sont
film d'amour par excellence, parce que franchement, Top Gun, c'est soit les mecs le regardent pour les avions, soit les filles le regardent pour la côté romance où il emmène Kelly McGillis en moto, pardon, quoi. C'est voilà. La fameuse fin de Top Gun, quand même. Et puis Cocktail, je l'ai vu une fois et je trouve que le scénar, moi, m'a plutôt amusé, quoi. Le mec, il va servir des cocktails et tout, et puis bon, voilà, l'histoire un peu convenue. L'autre, il va sauver une nana qui est en train de se noyer ou elle est inconsciente, je sais plus, sur la plage, et puis c'est sa copine qui vient le voir comme par hasard, faut qu'elle demande à Tom Cruise, et puis après ça y est, ça va aller, viens, on va se baigner dans la cascade et tout. Ouais, voilà, c'est bien mignon, c'est sympa, mais je trouve que ça se regarde, quoi. C'est pas non plus les films du siècle. Mais après Top Gun, il y a aussi limite par rapport à la chanson de Berlin, Take My Breath Away, forcément ça. Bah voilà, oui, c'est classique. Il y a quelques scènes de drama, mais voilà, après c'est vraiment testostérone à fond. Et puis quel film est vraiment nul quand on a une musique de Kenny Loggins. Danger Zone, franchement, ça vaut tous les Weshden d'aujourd'hui, quoi. On est d'accord. C'est un podcast qui dénonce, on vous l'avait pas dit, mais ça va être... Comme ça, nous on a engagé, nous. On a engagé. Et toi, Kenny Loggins défend la langue française. Et toi, Meus, t'avais d'autres mentions honorables? Oui, j'en avais un dernier. Alors, c'est un film que j'ai vu. Non, c'est un film que j'ai vu il y a pas longtemps, alors complètement par hasard sur la TNT, en zappant, et je suis tombé dessus. En fait, je suis resté devant par curiosité au début, et en fait, je me suis pris au jeu, quoi, pris au film, et j'ai pas décroché jusqu'à la fin. C'est un petit film, j'en avais jamais entendu parler avant. Le titre s'appelle en français Donne-moi ta main, et c'est avec Amy Adams et Matthew Good, que j'adore personnellement. Et titre, alors il y a des ficelles classiques des comédies romantiques où ils se connaissent pas à la base en termes de caractère et de mode de vie. Entre guillemets, tous les opposent, et puis les choses font qu'ils sont obligés de cohabiter, et puis à force de faire connaissance, etc., ils se rapprochent, et puis voilà, ça finit comme on s'y attend un petit peu, mais encore vu celui-là, tu vois. Encore que sur la fin de mémoire, parce que du coup la fin je l'ai plus complètement en tête, mais je crois pas que ça se finisse si bien que ça. Mais pour le coup, l'alchimie entre les acteurs marche super bien. Moi j'adore ces deux acteurs. D'ailleurs, au passage, Matthew Good, je trouve que ce mec-là il doit avoir plus de grands rôles, parce que je trouve que c'est un acteur vraiment talentueux. Moi depuis Watchmen, je suis un fan inconditionnel. Il a aussi un rôle dans la saison 2 de The Crown, du coup, sur laquelle je suis en train de mettre en ce moment. Mais bref, c'est un super acteur et il mériterait d'avoir plus de rôles. Et en tout cas là, du coup, je suis tombé sur ce film que je ne connaissais pas. Ça se passe en Irlande, en plus les paysages sont magnifiques, et c'est bien mis en scène, c'est bien foutu, bien interprété, c'est un très bon divertissement en plus, et j'ai beaucoup aimé en tout cas. Donc je conseille, si vous avez pareil l'occasion, c'était une bonne surprise pour le coup. Comment ça s'appelle, t'as dit? Donne-moi ta main. Il doit dater de 2010 à peu près, je crois, avec Amy Adams. Et la suite, c'est Il prend la mienne. C'est ça, exactement. Donc voilà, en tout cas, c'est un reboot de Parler à ma main de Fatal Bazooka. Oui, voilà, exactement. Bah moi, ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Ouais, je voulais terminer, moi, justement, sur les mentions honorables aussi. J'avais juste la fin du monde, jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare, avec Keira Knightley, qui était vraiment excellent aussi. Justement où la fin du monde est déclarée, et il y a un road trip qui se fait, c'est vraiment excellent. On en a parlé tout à l'heure, mais aussi Le Secret de Brokeback Mountain, qui est vraiment un putain de film d'amour, faut le dire, et encore aujourd'hui il fait son petit effet. Et aussi également Roméo et Juliette, que j'ai cité aussi au début, même si je préfère largement Le Moulin Rouge. Ou encore de Xavier Dolan aussi, Laurence Anyway. Voilà, je voulais les citer quand même parce que c'était quand même important. Est-ce que t'en avais... Faut pas oublier de citer aussi Gazon Maudit et Pédale Douce. Oui. Pédale Douce, j'avais adoré ce film. Mais attends, mais ça change tout. Le patron est une patronne. Sur le plan des comédies pures, pour le coup, ça, c'est des bonnes comédies. Mais oui, complètement. Pédale Douce, c'est excellent. Oui, donc du coup, Gino, est-ce que toi t'avais d'autres mentions honorables, ou on passe aux mentions déshonorables de Meus? Moi, c'est tout. On peut passer aux mentions déshonorables de Meus. Hein. Il nous les a teasés depuis le début. Attends, oui, bien sûr. Ça sent les films de John Beirut. Mais non, il n'y a que des chefs-d'œuvre dans sa filmographie. Ah, d'accord.
Non, en fait, c'est des comédies, tu vois, souvent un peu lourdingues, qu'on a vu 1000 fois et qu'il n'y a pas d'âme, tu sais, c'est nul, c'est même des fois lourd à regarder. Enfin, c'est la comédie à l'américaine lourdingue qu'on fait des tonnes, voilà. Donc, ce qui m'est venu en tête pêle-mêle, je dirais, alors, le premier que je vais citer, on l'avait vu ensemble, Gauthier, au cinéma. Au cinéma, on avait plutôt bien aimé, en tout cas, moi, j'avais bien aimé. Et pour être tombé dessus, parfois à la télé, j'ai fait, c'est atroce. C'était à l'époque, monsieur. C'était à l'époque. Alors, le film en question, c'est L'Abominable Vérité, avec Catherine Hegel. Gerard Butler et Catherine Hegel, voilà. Et sur une émission de télé, etc. Mais pareil, ça cabotine, ça en fait des tonnes, et tu sais, dans les réactions, ça surjoue, c'est chiant. Alors je suis d'accord avec toi parce que je l'ai revu aussi pour me dire tiens, bah, c'est vrai que j'avais bien aimé à l'époque. Oh, mais mon Dieu, l'horreur, je suis d'accord avec toi, c'est une horreur. Ah ouais, c'est lourd. Je l'ai pas vu. Ah bah, on sait pas. Enfin, c'est pas, non. C'est pas ce qu'on avait à l'époque à dire putain, c'était pas trop mal parce que franchement, il y avait rien de bon. Hein. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Un autre que je vais citer, et malheureusement, bah désolé pour elle, voilà, hein, encore avec Catherine Hegel. Alors, un que j'ai pas aimé, mais il y a un contexte particulier que je vais développer après. Le film en question, c'est Encloque mode d'emploi, que j'avais pas particulièrement aimé quand je l'ai vu, mais par contre, je pourrais éventuellement lui donner une seconde chance parce que moi, quand je vais essayer de le regarder, je ne suis pas allé au bout. Il est en québécois. C'était une horreur en québécois, une horreur atroce. Donc, je leur donnerai peut-être une chance un jour. Il y a quand même un truc. Alors, je te rassure, en français, c'est un peu mieux. Ouais. Mais le film reste mauvais en soi. Ouais, ok. Il y a quand même un truc qui m'avait fait rire. C'est dans le principe de l'histoire, ça m'avait fait rire. C'est ils font un pari. À un moment, le mec perd le pari. En fait, il doit se laisser pousser la barbe et les cheveux pendant 1 an. Alors le mec, c'est Jésus, quoi. C'est ça m'avait fait rire. Ça c'était drôle. C'est tellement con. Mais voilà. Mais sinon, bref, à part ça m'a pas marqué. J'ai trouvé ça vraiment. Assez nul, du coup, voilà. Dans le même style, il y en a une qui vient de me venir à l'instant. Alors, j'ai pas vu le film, juste des extraits, mais ça m'a suffi, pareil. C'est un film avec Jason Segel, c'est celui qui fait Marshall dans I Met Your Mother, et avec Cameron Diaz. Pareil, alors je sais plus, ça avait l'air lourd, c'est Sextape, c'est ça. Sextape, nul. Enfin, de ce que j'ai vu, atroce. Donc déjà, le nom te met un peu sur la voie, mais voilà, ça se confirme dans le contenu. Toujours dans le même style, il y en a 2 qui sont sortis la même année, dans le même style, et c'est de la merde à chaque fois. C'est Sex Friends et Sex Entre Amis. Il y en a un, j'allais les. Je trouve que celui avec Justin Timberlake et Mila Kunis, c'est quand même mieux que l'autre. Je suis retombé dessus sur la TNT, les gars. Je peux vous dire. J'ai vu une scène où il y a Mila Kunis et il y a sa mère qui rentre là à un moment. C'est lourd, ils en font des tonnes avec sa mère. Par contre, moi je me souviens surtout de Sex Friend qui était vraiment nul à chier. Sex Friend, c'était affreux. Avec Ashton Kutcher, je crois. Ah ouais. Pourri, ça. Ça, avec Elle est où ma caisse, Ashton Kutcher, il a fait fort. Hein, putain. Ouais. C'est vrai que Mila Kunis, son meilleur rôle, ça reste quand même dans Ted. Du coup, Ted, c'est vraiment. Ça pourrait être une mention honorable, selon moi, Ted. Voilà, non, mais je suis d'accord avec toi sur les deux autres films, quoi. Enfin bref, c'est 2 hybrides de films qui se copient, ça fait un peu comme Armageddon et Deep Impact dans leur époque, dans le style catastrophe, tu vois, ils sont sortis la même année, c'est un peu le même scénar, tu vois. Ne compare pas les Formule 1 avec les kartings, s'il te plaît. bien le clin d'œil au foot, c'est bien. Et voilà. Un autre film que je me permets de citer, pareil, que j'ai vu une fois, ça m'a suffi, c'est La Proposition avec Sandra Bullock et Ryan Reynolds. Oh, une horreur. Une horreur. Ah, c'est pareil, c'est sa patronne qui est affreuse, machin, elle veut un visa pour rester, elle doit faire croire qu'elle est mariée, enfin bref, ou qu'elle va se marier. Enfin ouais, c'est nul, c'est pas terrible. Et enfin, je vais me permettre d'en citer un, alors qui à la base pour moi est plutôt bien, mais qui je trouve a mal vieilli et je le regarderai plus vraiment, en tout cas pas avec vraiment de plaisir. C'est un film qui a vieilli, je trouvais, c'est Hitch avec Will Smith. Je trouve que ça n'a pas très bien vieilli. Ça pour le coup, j'aime bien. Moi. Tu vois, j'y pensais plus à celui-là, mais je l'aime bien. Moi, j'ai une tendresse particulière pour ce film. Ouais, mais et c'est vrai que c'est. Oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est parce qu'il y avait Mendes, voilà. Mais bon, c'est. Ouais. Le principe de base est pas mal, mais ça a mal vieilli, c'est tout. Un film romantique qu'on n'a pas trop cité, qui fait quand même partie des trucs un peu honorables. Casper, quand même, avec Christina Ricci. C'est romantique quand même. La fin, elle fait très le bal du lycée, machin, dans la manoir. Un que j'ai oublié dans les mentions honorables, c'est Happiness Therapy avec Bradley Cooper et Jennifer Lawrence.
Eh ben là, c'est bien parce que là, tu vas avoir un vrai débat parce que moi, j'ai fait me trancher les veines devant ce film. Mais évidemment, faut pas le regarder quand t'es en pleine déprime ou quoi que ce soit. Mais non, c'est vrai que c'est non, c'est pas dans ce sens-là, je crois pas qu'il ça. veut dire. Je le trouve faussement bon, c'est-à-dire que ça, c'est. Alors, on va faire ça, puis on va prendre Jennifer Lawrence, parce qu'avec ça, pour avoir des Oscars, t'es sûr qu'on va cocher les cases, là. Ça a été vraiment pensé comme ça, je trouve. Je déteste ce genre de film. Je trouve que t'es dur. Moi, je trouve que Bradley Cooper est bon dans le film, quoi. Tu vois, moi, j'ai pas compris, hein. J'ai pas compris le. Alors, moi, je vais défendre le film quand même pour dire que le film est plutôt bon. Par contre, je dois avouer, je vais rejoindre Meus là-dessus. Il avait rien à foutre aux Oscars. C'est pas un film à Oscar, par contre. Mais c'est pas moi qui a fait la sélection des Oscars. Non, je suis d'accord. je suis d'accord avec toi, Dino, on est d'accord. Mais, et ça se saurait. non, c'est vrai que je n'ai pas compris pourquoi ce film. Moi, j'ai trouvé très bon Happiness Therapy. C'était un bon film, j'ai passé un bon moment devant. Je ne comprends pas ce qu'il foutait aux Oscars. Là, pour le coup, j'ai pas compris. Parce que, honnêtement, contrairement à ce que dit Meus, il cochait aucune case des Oscars. Mais vraiment. J'ai pas compris. Ouais, en tout cas, voilà. Moi, j'ai pas compris son succès. Mais bon, après, voilà, faut tout pour faire un monde, ma bonne dame. Ouais, c'est sûr, je comprends. Non, mais moi, j'ai bien aimé. Après, voilà, j'ai bien aimé. C'est pas non plus le scénario du siècle, j'en conviens. Hein. Mais je trouve que ça se regarde bien. Mais voilà, après, ce n'est que mon avis. Hein. Mais là-dessus, je suis plutôt j'étais emballé par l'histoire. Voilà, après c'est un peu gnangnan, j'en conviens, mais peut-être qu'à ce moment où je l'ai vu, ça me convenait très bien. Ouais. Et un autre film aussi. Il était plusieurs là-dessus. C'est vrai qu'il a fait un petit succès, mine de rien, ce film-là. Et c'est pas un grand film, c'est ça la différence. C'est que c'est pour ça que je dis qu'il avait rien à foutre aux Oscars. C'est-à-dire que c'est un film que tu vois, mais que tu peux après par la suite oublier Happiness Therapy. Tu passes un bon moment sur le coup. Est-ce que tu vas le revoir par la suite? Je ne sais pas. On va dire c'est ça. Un autre film aussi que j'ai en tête comme ça qui me revient, qui est plutôt bon, enfin moi que j'ai beaucoup aimé. Alors je me souviendrai toujours, c'est parce que on s'était coltiné en première parce que une collègue de ma classe avait insisté pour qu'on le voit en classe et le prof avait cédé. Voilà, donc Alison, je te fais une dédicace, mais j'avais beaucoup aimé Les Gens d'automne. C'est un peu comme Monsieur Crène. Ouais, avec Crène, on avait regardé ça. Très très bon film. Légende d'automne avec Brad Pitt, Anthony Hopkins. C'était vraiment pas mal et j'ai bien aimé le film. C'était une bonne surprise. Le côté guerre m'intéressait plus que le côté romantique, mais il y a quand même l'intrigue amoureuse qui est là et c'est plutôt bien foutu. Et puis voilà, moi je tiens à dire que j'ai pas mis de films, que ce soit dans les mentions honorables, déshonorables, dans mon top. C'est tous les films, on va dire, qui sont très branchés Saint-Valentin, tels que sont Love Actually, Crazy Stupid Love ou Valentine's Day, Happy Valentine's Day, je crois qu'il s'appelle le film. Ce genre de film, en fait. Il est vachement bien au passage. Ouais, mais c'est des films qui sont vraiment, là-dessus, qui collent vraiment à l'esprit Saint-Valentin, et je trouvais un peu trop facile de faire des tops avec ce genre de film. Je préférais sortir un peu des sentiers battus. Il y en a, alors, dans les films qu'on a dit, là, Happy Valentine's Day, Love Actually, Crazy Stupid Love, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Il y en a qui, Love Actually, de mémoire, j'ai eu il y a longtemps, mais il est long de mémoire, il est un peu long. Il traîne en longueur, ce film. Mais ça se regarde, mais c'est long, quoi. Mais ça n'en finit pas, quoi. T'as pas l'impression que le film a un début, une fin ou un milieu. T'as pas vraiment l'impression que c'est un peu des enchaînements de sketch, un peu comme Les Infidèles, quoi, avec de Jean Dujardin et Gilles Lelouch. Mais bon, on n'est pas vraiment dans le même style. Il aurait pas sa place là-dedans, mais ça fait penser à ce genre de film, un peu des successions de films à sketch. Dans le souvenir que j'en ai, je me trompe peut-être, mais Love Actually ou même Valentine's Day, tout ça, c'est vraiment des films à sketch, c'est-à-dire qu'en fait, c'est très facile à faire comme film, c'est-à-dire que tu peux prendre deux acteurs et faire un court-métrage et en fait les mettre à la suite, que ce serait la même chose. Ouais. Et puis bien sûr, on n'a pas cité non plus, bien évidemment, les films qui sortaient pour la Saint-Valentin, les nuances de Grey, tout simplement parce qu'on parle j'allais de dire en déshonorable, il y a 50 nuances de Grey et Twilight. Voilà, je le mets dedans. Mais tout simplement, voilà, mais on est d'accord parce qu'on est un podcast cinéma, malgré qu'on ne soyons pas cinéphiles, comme je le disais, mais on a quand même un amour. On a de l'amour propre, hein, quand même. Exactement. Il y en a un qu'on n'a pas cité, Vanilla Sky aussi, qui est, alors, je sais pas si on peut dire film romantique parce qu'il est un peu, voilà. Mais avec Penelope Cruz et Tom Cruise, pareil, c'est un putain de film si vous avez l'occasion. En tout cas, la fin est romantique. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, celui-là.
Ça ne parle pas. On n'a pas cité non plus Eyes Wide Shut, mais bon, ça fait pas forcément partie. Le problème, c'est que je pense qu'il y a des centaines de films au babo qu'on pourrait citer. Mais oui, c'est vrai que là... mais oui. Après, ça reste un top. Voilà, on a choisi en tout cas nos tops à nous. Je pense que, en tout cas, je suis pas mécontent du top qu'on a fait. Et en plus, avec les mentions honorables, c'était plutôt intéressant, voire même aussi déshonorable. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à tout ça? Non, je pense qu'on était complet. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent et qui éventuellement, il y a probablement des sites des films qu'on aura cités qu'ils ne connaissaient pas. Ça pourrait éventuellement être l'occasion de les regarder si vous êtes curieux. En tout cas, on espère qu'on vous aura fait faire découvrir. On espère qu'on vous aura fait découvrir quelques. Voilà. Tout à fait. Après, dans les histoires d'amour, on pourrait compléter par des films, les films de Clapiche que sont Les Poupées Russes et L'Auberge Espagnole aussi, qui, je pense, pourraient avoir leur place dans ce genre de mention honorable. Mais pas le casse-tête chinois, parce que le casse-tête chinois, c'est plus un divorce. Non, mais c'est pour ça que j'ai dit Clapiche, Les Poupées Russes et L'Auberge Espagnole, donc dans le sens inverse, plutôt L'Auberge Espagnole puis Les Poupées Russes. Pour avoir Mon Inconnu aussi, Mus, je sais pas si tu l'avais vu avec moi, celui-là, Mon Inconnu. Ça te parle avec oui, c'est vrai. Joséphine Ouais, Capi. plutôt sympa, ouais. C'était vachement bien aussi, ça. Mais il y a pas mal de films comme ça, je suis d'accord avec toi, Gino. Ouais, c'est vrai que c'est une thématique, mine de rien, où on pourrait mettre beaucoup de films dans les listes, les films d'amour, tout, voilà, ou les romances, les comédies romantiques, donc c'est vrai que tu as cité aussi Le Mariage de mon meilleur ami, qui aurait pu très bien avoir sa place. Exactement. Voilà, les coups de foudre, ce genre de film, par 4 mariages et un enterrement, on aurait pu mettre, tu vois, voilà, et mine de rien, dans nos top 3 respectifs, il n'y a pas de film avec Hugh Grant, hein. Pourtant, on a réussi à faire un top 3 romantique sans Hugh Grant. On n'est pas beau gosse. Franchement, on est plutôt bon. Mais c'est un acteur que j'aime beaucoup, moi, Hugh Grant, par contre. Il vit très bien. Voilà, mais c'est clair qu'on ne l'a pas mis. Et, c'est plutôt une prouesse, on va dire ça comme ça. C'est vrai. Et un qu'on a oublié de citer aussi, et je viens d'y penser, c'est La candidate de Fred Coppola. Je me suis dit à quel moment il va nous sortir sa connerie, c'était sûr et certain. Très belle mise en scène. Et premier rôle de Cara Morgan, d'ailleurs, donc faut quand même. Big up, quoi. Voilà, big up, quand même. Comme c'est que c'est fait connaître. Et voilà, c'était très émouvant. Très émouvant. Et bien, écoutez, si vous avez rien d'autre à ajouter, on peut conclure, je pense. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez clocher, commenter, mettre un pouce bleu, nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Les liens sont dans la description. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures quand on va réouvrir pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à tous et bonne Saint-Valentin. Ouais, salut à tous, à la prochaine. Bisous. Est-ce que tu vas laisser ce petit morveux te parler comme ça? C'est pas vrai, je rêve. On se demande où elle mange. Petit, tu es doué, très doué. Mais tant que je serai dans le métier, tu ne seras jamais que le Tout second. le monde, oui. Enfin, évidemment, c'est une métaphore, un symbole. On est venu, on l'a vu, il a eu dans le cul. Qu'est-ce que c'est? Nous l'avons. Qu'est-ce que c'est? Ne va-t-il pas faire des trucs? Mon père, attendez. Vous aimez le cinéma? Beaucoup. J'ai des sections pour les meilleurs films qu'on passe en ville.